Au cours de l'ancien empire romain, de nombreux hommes ont inscrit leur nom dans l'éternité de l'histoire. Certains resteront dans les mémoires comme des commandants courageux et astucieux. D'autres se sont illustrés par leur cruauté et leur lâcheté. Mais un nom résonne encore, siècle après siècle, Gaius Julius César. Jules César est né le 13 juillet 100 avant Jésus-Christ. Enfant, César se révélait déjà un aventurier, car c'était un garçon actif et plein d'entrain. Mais à l'âge de 16 ans, sa vie fut brusquement bouleversée. Son père décède et Julius devient soudain le chef de famille. Julius était le neveu de Gaius Marius, un grand général et homme politique. Il devint célèbre pour ses victoires militaires et pour avoir réorganisé le modèle des légions romaines. Marius était connu pour sa personnalité magnétique. Il était également très respecté par les soldats qui combattaient à ses côtés. Cela influença le caractère du jeune Jules César qui voyait en son oncle un modèle à suivre. Mais pendant l'adolescence de Jules, son oncle mena une guerre civile contre l'ambitieux Lucius Cornelius Sylla. Ils se disputaient le contrôle de la ville de Rome. Au milieu de cette guerre civile, Jules César épousa la fille de l'allié politique de son oncle. Sa bien-aimée s'appelait Cornelia Cinna. Ensemble, ils eurent une fille nommée Julia. Marius perdit la vie au cours d'une bataille. Cornelius Sylla prit le poste de dictateur, ce qui le plaçait au-dessus des lois romaines et lui conférait un pouvoir quasi absolu sur la ville. Bien que Jules César ne soit pas directement impliqué dans le conflit, il se sentit menacé par le nouveau dictateur et le bourreau de son oncle. Ne voyant pas d'autre solution et dans le but de s'éloigner de Rome le plus rapidement possible, Jules César choisit de s'enrôler dans l'armée, où il se battra dans la lointaine Turquie. En fait, il est envoyé en Cilicie, une région qui ne couvre qu'une partie de la Turquie. Julius servit dans l'armée avec beaucoup d'éclat et reçut même la couronne civique en récompense de ses actes héroïques. Il fut rapidement reconnu par ses supérieurs et les soldats vétérans, ce qui laissait présager un avenir prometteur en tant que commandant militaire. Mais en 78 avant Jésus-Christ, Jules reçut la nouvelle de la mort de son rival. Cornelius Sylla était mort subitement. Pour Jules César, ce fut l'occasion de rentrer à la maison. Après avoir rempli son contrat dans l'armée, Julius retourna chez lui. Cependant, pour son malheur, son héritage fut confisqué par le gouvernement abusif de Sylla. Pour survivre, César utilisa sa voix puissante et ses talents d'orateur pour devenir un avocat à succès. En travaillant dur, Jules César parvient à rétablir le statut social de sa famille. À l'âge de 25 ans environ, Jules traversa la mer Égée. Je n'ai pas trouvé la raison qui l'a poussé à faire ce voyage. Le navire fut attaqué par des pirates et le plus gros de l'équipage fut tué. Les rares survivants furent capturés pour être vendus comme esclaves. Et pour ceux qui étaient nés dans des familles riches, une forte rançon était exigée. Plus loin de chez lui et dans une situation désespérée, l'avenir semblait incertain et sombre pour Jules César. Les jours passaient lentement tandis que Jules César était retenu prisonnier sur un navire pirate. Lorsque les pirates découvrirent que Jules faisait partie d'une famille riche, ils exigèrent beaucoup d'argent pour le libérer. Les pirates demandèrent beaucoup de pièces d'argent en échange de la vie de Jules. À l'époque, ce prix était considéré comme absurde. Il demandait 20 talents, soit près de 480 000 $. Mais Jules César fut toujours un homme fier et intrépide. Il dit aux pirates qu'il devrait exiger encore plus de pièces, 50 talents en échange de sa vie. Mais il prévient que dès qu'il serait libre, il parcourrait les mers pour se venger d'eux. Les pirates se moquèrent de Jules. Tout au long du voyage, ils se gaussèrent de son arrogance. Mais finalement, ils acceptèrent son offre d'argent. Lorsqu'il fut enfin libre, Julius utilisa ses talents d'orateur pour attirer les marins et les guerriers à sa cause. Avec le reste de sa fortune, il constitua une flotte de navires. César passa plusieurs mois à naviguer et à affronter les navires pirates. Ses victoires lui permirent de réaliser des bénéfices en pillant les navires capturés. Lorsque Jules trouva enfin les pirates qui l'avaient enlevé, il les vainquit au combat et fit crucifier les survivants. Les pirates payèrent un lourd tribut pour s'être moqués de Jules César. La célébrité de César s'en trouva accrue. Son nom était déjà populaire dans les rues de Rome. De retour chez lui, il fut convoqué dans l'armée. Une fois de plus, il partit combattre à l'étranger. Jules César se distingua à nouveau sur les champs de bataille, ce qui lui permit de conquérir le poste de tribun militaire. Il acquiert ainsi le droit de commander de nombreux soldats et de briguer des fonctions politiques. Jules César rentra à Rome en 69 avant Jésus-Christ. Cette année-là, il commença sa carrière politique en accédant à un nouveau poste au sein du Sénat romain. Sa femme Cornelia tomba à nouveau enceinte, tout semblait paisible dans la vie de César.
Mais pour le malheur de Jules, sa femme bien-aimée mourut cette année-là à la suite d'un accouchement entaché de complications qui lui volèrent la vie et celle de son bébé. Peu après les funérailles de sa femme, Jules fut envoyé pour servir militairement en Espagne, Hispania comme on l'appelait à l'époque. Il était responsable de l'administration des territoires contrôlés par Rome. Un jour, Jules décida de mieux connaître la ville de Cadix où il vivait. Après avoir parcouru une certaine distance, il trouva une statue déjà usée par le temps. En s'approchant, Jules remarqua qu'il s'agissait d'une statue d'Alexandre le Grand. En s'approchant des pieds de la statue, César ressentit un énorme tourment et se mit à pleurer. Il avait déjà 33 ans. Il avait l'impression de n'avoir encore rien conquis de grand dans sa vie. Au contraire, Alexandre le Grand, à cet âge, avait déjà conquis un empire. À ce moment-là, César jura qu'il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas égalé Alexandre dans ses conquêtes. Jules César accomplit son rôle en Espagne. Il gagna en réputation en tant que bon gouverneur et soumit 2 tribus locales qui s'étaient révoltées contre l'occupation romaine. Mais César était mécontent de passer autant de temps loin de Rome. Après avoir terminé son service en Espagne, il retourna dans sa ville natale. À son retour à Rome, Jules concentra ses efforts sur l'obtention de nouvelles fonctions politiques. Jules voulait devenir Pontifex Maximus, le plus grand prêtre de la religion romaine. Mais il se heurtait à 2 autres sénateurs réputés. Pour soutenir sa campagne, César dépensa l'essentiel de sa fortune personnelle. Jules César savait qu'il ne pouvait pas ne pas remporter ce nouveau poste. S'il échouait, sa carrière politique serait terminée, et il serait ruiné pour le reste de sa vie. Pour contourner ce problème, Jules se lia avec Marcus Licinius Crassus, connu pour être l'homme le plus riche de Rome. Crassus remporta la moitié de la dette de Jules César et s'assura le reste, s'avérant ainsi un allié précieux. Jules réussit à remporter les élections et à occuper le poste qu'il espérait, mais il dut rembourser une énorme dette à Marcus Crassus. Cette alliance ne fut pas ignorée par d'autres hommes puissants. Le général Pompéi avait de l'importance au sein du Sénat romain. Il était respecté et même craint par les autres sénateurs. Pompéi n'aimait pas l'ambition grandissante de Jules César. Il commença à surveiller cet homme qui semblait sortir du lot. Les années passèrent, en 60 avant Jésus-Christ, César fut élu consul, la plus haute fonction de la République romaine. En tant que consul, Jules César bénéficiait d'une grande autorité dans la ville de Rome, à tel point qu'il pouvait même se soustraire aux lois de la ville et être acquitté de toute accusation criminelle. César remporta à nouveau les élections. En tant que consul, il se révéla être un homme dangereusement ambitieux. Cette année-là, Jules épousa Calpurnia, qui restera sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Le général Pompéi manifesta publiquement son aversion pour Jules César, ainsi que son mécontentement à l'égard de Marcus Crassus. Pour résoudre ce problème, Jules rencontra Pompée et Crassus pour former une nouvelle alliance politique et militaire. Cette alliance fut connue sous le nom de Premier Triumvirat, dans lequel les 3 hommes les plus puissants de Rome travailleraient ensemble pour gouverner Rome. Pompéi augmenta le nombre de soldats dans les rues de la ville, assurant ainsi une plus grande sécurité à la population. Crassus acheta une grande flotte et voulut établir des routes commerciales dans des pays lointains tels que la Syrie et l'Égypte, augmentant ainsi sa richesse personnelle et apportant de nouveaux produits sur les marchés romains exigeants. César prit le commandement militaire pour conquérir de nouvelles terres pour Rome. L'avenir de Jules César semblait à nouveau prometteur. Il ne laissera pas passer l'occasion d'immortaliser son nom dans l'histoire. Jules César fut élu au poste de consul de Rome, ce qui lui conféra une grande autorité dans tous les territoires conquis par Rome. Mais pour parvenir à un poste aussi important, Jules César devra contracter une dette gigantesque auprès de Marcus Crassus, l'homme le plus riche de Rome. César avait encore en mémoire ce jour passé au pied de la statue d'Alexandre le Grand. Le désir d'égaler Alexandre dans ses conquêtes était toujours présent dans le cœur de Jules César. Le meilleur moyen d'atteindre ses objectifs était de conquérir de nouveaux territoires pour Rome, en confisquant les richesses et en percevant une partie des impôts des villes et des villages conquis. C'est là que Jules César concentra son attention sur la Gaule. La Gaule était une ancienne région classée par les Romains, comprenant les territoires où se trouve aujourd'hui la France, la Belgique et une partie de l'Italie et de l'Allemagne. Pour l'essentiel, la Gaule était un territoire sauvage, plein de forêts et habité par plusieurs tribus celtes très hostiles. Avec ces obstacles, la Gaule n'était pas facile à envahir et encore moins à conquérir.
C'est pourquoi Jules César fit de la Gaule le principal objectif de ses ambitions. En avril 58 avant Jésus-Christ, César se mit en marche vers la Gaule à la tête de 4 légions, soit quelques 24 000 soldats. Julius savait qu'il ne pouvait pas simplement pénétrer dans les territoires gaulois. Il devait planifier ses actions avec soin, sous peine de perdre tout ce qu'il avait conquis au prix d'un long combat. Malgré son apparente puissance militaire, la Gaule était divisée en plusieurs royaumes qui se faisaient constamment la guerre. Ces royaumes étaient commandés par des chefs de tribus ou des rois autoproclamés. Ils déclaraient souvent des guerres pour conquérir de nouvelles terres agricoles ou pour venger d'anciennes querelles de sang entre tribus. Profitant de cette instabilité, Jules César envoya des émissaires discuter avec les chefs des différentes tribus, cherchant à établir des alliances politiques et militaires. Dans ses lettres, Jules proposait le soutien militaire de ses légions en échange de l'autorisation de pénétrer sur le territoire gaulois et de vivre pour ses soldats. Les premières alliances se formèrent rapidement et César pénétra enfin en Gaule. Le premier conflit entre les légions de César et les Gaulois se déroula lors de la bataille de Bibracte, où les Romains trouvèrent un nombre bien plus important d'ennemis. Les Gaulois faisaient partie de la tribu des Helvètes, qui migraient en Gaule, attaquant d'autres tribus et laissant une traînée de destruction. Jules César organisa une partie de ses légions au sommet d'une colline, gagnant ainsi une position stratégique contre les Gaulois. Les autres parties des légions étaient cachées sur une autre colline, couverte d'arbres. Les légions romaines réussirent à stopper l'avancée initiale des Gaulois. Ce fut le début d'une lutte longue et ardue qui allait durer presque une journée entière. Au moment idéal, Jules ordonna aux légions cachées d'attaquer l'arrière de l'armée gauloise. Les Gaulois résistèrent un certain temps, mais la discipline et la détermination des légions romaines eurent raison de la supériorité numérique de leurs ennemis. Les Helvètes se rendirent. Julius permit à beaucoup d'entre eux d'être libérés, à condition qu'ils retournent sur leurs terres et acceptent de travailler les récoltes pour nourrir les légions. D'autres eurent moins de chance. Ils furent envoyés comme prisonniers à Rome, où ils furent vendus comme esclaves. Cette victoire héroïque marqua le début de plusieurs conquêtes en Gaule. Peu après, César et ses légions affrontèrent la tribu germanique des Suèves et remportèrent une autre grande victoire. Dans les années qui suivirent, Jules César continua à progresser sur le territoire de la Gaule, établissant de nouvelles alliances, soumettant des tribus ou, lorsque cela était nécessaire, détruisant des villes et des établissements. Il était évident que les Gaulois n'acceptaient pas pacifiquement l'occupation romaine. Parfois, certaines tribus se rebellaient, ce qui provoquait de nouvelles batailles. Après avoir étouffé une rébellion de la tribu des Belges en 55 avant Jésus-Christ, la Gaule avait été presque entièrement conquise par Jules César. César avait accumulé suffisamment de richesses pour payer ses dettes à Crassus. Après cela, il aurait de quoi vivre en paix. Son mandat de consul touchait également à sa fin. Après cela, il devait retourner à Rome. Mais cette année-là, l'une de ces légions qui se trouvait dans le nord de la Gaule aperçut une île étrange à l'horizon. Cette île, c'était la Grande-Bretagne. César avait déjà lu l'existence de cette île dans d'anciens manuscrits grecs. En apprenant son emplacement, il ressentit à nouveau l'ambition et le désir d'aller là où aucun autre Romain n'était allé. Pour traverser la mer et atteindre la Grande-Bretagne, Jules César avait besoin de 2 choses, des bateaux pour transporter les soldats et du temps. César ordonna la construction de bateaux dont l'achèvement prendrait de nombreux mois. Impatienté par la lenteur de la construction des bateaux, César décida de prendre un risque. Seule une partie de ses légions traversera la mer pour construire un camp fortifié. Mais il n'avait pas prévu le désastre qui se produisit finalement, car cette région était souvent touchée par des tempêtes. Pendant la traversée, une forte tempête poussa les navires romains contre les rochers de la falaise. Les quelques survivants qui atteignirent la plage furent surpris par les chars de guerre bretons et se replièrent sur leurs embarcations. Cette défaite ne modifia pas la détermination de Jules César, mais il lui fallut beaucoup de temps pour se procurer les bateaux nécessaires. En 54 avant Jésus-Christ, Jules César arriva enfin en Grande-Bretagne, où il installa d'abord un camp fortifié près de la plage. Les Bretons refusèrent d'accepter pacifiquement l'occupation romaine. César passa plus d'1 an en Grande-Bretagne à combattre et à soumettre les nombreuses tribus de ce territoire. Cette nouvelle conquête enrichit encore la réputation de Jules César. Les habitants de la ville de Rome vantaient ses exploits, ce qui inquiétait encore plus certains membres du Sénat romain. Pendant le séjour de Jules César en Bretagne, de nouveaux problèmes commençaient à se poser en Gaule. Les chefs de tribus demandèrent à leurs guerriers de se rassembler et d'expulser les Romains de la Gaule. César savait que cette menace était sérieuse. Si la Gaule s'unissait sous un seul drapeau, il serait pratiquement impossible de récupérer les territoires conquis.
L'un de ces chefs insurgés était le célèbre Vercingétorix, prince de la tribu des Arvénus. Vercingétorix réussit à rassembler de nombreux chefs de tribus et guerriers sous son commandement pour attaquer les garnisons romaines en Gaule. Lorsque César retourna en Gaule, Vercingétorix fut contraint de battre en retraite pour éviter un affrontement direct avec les légions romaines. Dans leur fuite à travers le territoire gaulois, les troupes de Vercingétorix détruisent tout sur leur passage, brûlant villages et plantations pour ne laisser aucune nourriture aux Romains. La stratégie fonctionnait, la situation des légions de César était mauvaise. Les soldats commençaient à succomber à la faim et à l'effort causé par la longue marche. Jules César usa à nouveau de sa persuasion et commença à intimider et à soudoyer les chefs de tribus qui n'étaient pas encore des alliés de Vercingétorix. César réussit à confisquer de précieuses provisions pour nourrir ses soldats et poursuivre Vercingétorix. Quelques batailles furent livrées en chemin et Jules César prouva une fois de plus sa valeur en descendant de cheval et en rejoignant ses soldats à l'avant-garde des batailles les plus chaotiques. Les légionnaires éprouvaient une immense fierté et une grande admiration pour le général. Beaucoup se sont battus jusqu'au bout pour défendre la vie et les rêves de César. Finalement, Vercingétorix fut contraint de se retirer dans la ville d'Alésia, construite au sommet d'une colline et constituant un bon point de défense contre les légions romaines. Le siège d'Alésia fut l'un des plus célèbres de l'histoire. Jules César et Vercingétorix devaient tirer le meilleur parti de leur talent de commandant. César entoura la ville d'Alésia. Il savait que s'il essayait d'entrer de force dans la ville, cela coûterait la vie à un grand nombre de ses légionnaires. L'autre solution était de forcer les habitants de la ville à mourir de faim et de soif, ce qui les obligerait à se rendre. Mais César ne disposait pas de beaucoup de temps. Il savait qu'une armée gauloise approchait avec pour mission de secourir les habitants d'Alésia. Si cette armée gauloise arrivait à temps, Jules César et ses légions seraient encerclés par deux forces ennemies et n'auraient aucune chance de victoire. La solution consistait à construire deux murailles de bois autour de la ville. L'une maintiendra les habitants de la ville enfermés à l'intérieur, l'autre pouvait contenir l'armée qui s'approchait. Cette stratégie réussit. Lorsque l'armée gauloise arriva, les légions romaines montrèrent à nouveau leur valeur en battant un nombre bien plus important d'ennemis. Après avoir assisté à cette grande victoire, Vercingétorix se rendit à Jules César. En ce jour historique, Vercingétorix revêtit fièrement son armure et se rendit seul au camp romain. Il se retrouva face à face avec Jules César et, sans dire un mot, jeta les armes en signe de reddition de la Gaule. Avec la conquête de la Gaule, César accomplit tout ce qu'il avait toujours désiré. Son nom était admiré et craint par les Romains. Sa fortune était immense. Il se sentit prêt à rentrer triomphalement dans la ville de Rome. Jules César réalisa l'incroyable exploit de conquérir la Gaule et même les Bretons sur leur île lointaine tombèrent à genoux devant la puissance militaire romaine. De nombreuses années étaient passées depuis que César avait quitté sa Rome bien-aimée et il désirait ardemment retourner dans sa ville natale. Mais beaucoup de choses changèrent pendant son absence. L'un de ses principaux alliés, le consul Marcus Crassus, vit ses légions défaites lors de la triste bataille de Carrhae, où les Romains se heurtèrent à la puissante armée de l'Empire parthe. Marcus Crassus était un commerçant et un négociateur hors pair, mais ses talents de commandant militaire n'étaient pas aussi aiguisés que ceux de Jules César et de Pompéi. Crassus périt dans cette bataille, et l'alliance du triumvirat fut ainsi rompue, permettant au général Pompéi de prendre le contrôle politique de Rome. La célébrité et la richesse naissante de Jules César inquiétèrent profondément le général Pompéi qui, dès le début, avait déjà un grand mépris pour lui. Sans la présence de Marcus Crassus pour soutenir Jules César au Sénat romain, le général Pompéi ne voyait plus de raison de tolérer l'existence de César et commença à porter de graves accusations contre lui. Pompéi affirmait que Jules César avait prolongé trop longtemps sa campagne en Gaule, dont le délai initial n'était que de 5 ans. Pompéi savait que ce n'était pas vrai. Il avait secrètement rencontré Marcus Crassus et Jules César pour décider de la politique de la ville et lors de cette réunion, ils avaient accepté de donner à César 5 années supplémentaires pour conquérir la Gaule. Une autre accusation portait sur le fait que Jules avait utilisé la force des légions à son profit et avait fait fortune au Sénat romain. Pompéi ordonna à Jules César de dissoudre ses légions et de rentrer à Rome, où il serait jugé par le Sénat. À cette époque, peu de sénateurs eurent le courage de s'opposer aux exigences de Pompéi. Jules savait que s'il se soumettait à cet ordre, sa vie serait finie et tout serait perdu.
Il décida alors de se rendre à Rome avec ses légions et d'exiger le respect, même si cela devait se faire par la force. C'est ainsi qu'en 49 avant Jésus-Christ, Jules César et ses légions furent déclarés ennemis de Rome, dans un événement qui resta dans l'histoire comme la deuxième guerre civile de la République romaine. César ne fut pas inquiet lorsque la nouvelle lui parvint. Il connaissait déjà l'aversion que lui portait Pompéi et une confrontation directe entre les deux était inévitable. Jules César se retrouva confronté à la triste réalité. Pour rentrer chez lui, il devait attaquer sa propre ville. Pompéi était un général expérimenté et savait que Rome ne pourrait pas tenir longtemps face aux légions vétérantes de la Gaule. Il lui fallait rassembler davantage de soldats pour défendre la ville et pour ce faire, il fit appel aux légions qui servaient en Grèce et dans les territoires voisins. Une course contre la montre commença alors. Pompéi attendait avec impatience l'arrivée de nouveaux soldats, tandis que César marchait aussi vite que possible pour atteindre Rome avant les renforts de Pompéi. Pour aggraver la situation de César, le Rubicone se trouvait sur son chemin. Les généraux romains avaient l'interdiction formelle de franchir le Rubicone avec leurs légions en route vers Rome. César savait que traverser le fleuve signifiait un chemin sans retour. Dans ce contexte, Jules César prononça l'une de ses citations les plus célèbres. « Alea jacta est, la chance est jetée ». Traverser le fleuve avec ses légions prendrait énormément de temps, et César n'en disposait pas. Il décida de tenter sa chance et d'avancer à marche forcée avec une seule légion. Les autres légions suivraient immédiatement derrière à un rythme plus lent, préservant ainsi leurs forces pour la bataille à venir. Les deux capitaines connurent des journées angoissantes. Mais les légionnaires de César prouvèrent à nouveau leur valeur et arrivèrent en Italie avec une rapidité remarquable. Ne voyant pas d'autre solution, Pompéi rassembla sa garde personnelle et avec quelques sénateurs et alliés quitta la ville de Rome peu de temps avant l'arrivée de César. Pompéi se rendit dans la ville romaine de Brundisium, où il embarqua pour la Grèce avec l'intention de rencontrer les légions locales afin de préparer une contre-attaque contre Jules César. Lorsque Jules César franchit enfin les portes de la ville, les rues étaient pratiquement désertes. Les citoyens romains étaient incertains des intentions de César. Peut-être reviendrait-il en héros, ou au contraire, un ennemi désireux de se venger d'avoir été exilé de sa ville. Mais il ne devait pas craindre quoi que ce soit. César ne permit pas à ses légionnaires d'attaquer la population ni de piller la ville. Lorsque le temps se radoucit dans la ville, César prononça un discours public pour rassurer la population. Il nomma l'un de ses hommes de confiance à la tête de la ville. L'élu fut Marc-Antoine, qui avait servi avec Jules en Gaule et s'était révélé un excellent commandant militaire. César dut encore attendre quelques mois avant de poursuivre sa persécution contre Pompéi. De nouveaux bateaux devaient être construits pour permettre aux légions de traverser la mer. Pendant la construction des bateaux, César rétablit l'ordre dans la ville de Rome en adoptant de nouvelles lois, en élisant de nouveaux sénateurs et en s'occupant des affaires financières de la ville. En attendant que les bateaux soient terminés, César partit pour l'Espagne. Il y réussit à vaincre les partisans de Pompéi, s'assurant ainsi que Rome ne serait pas attaquée pendant qu'il se dirigeait vers la Grèce. En 48 avant Jésus-Christ, Jules César et Pompéi livrèrent enfin leur premier conflit lors de la bataille de Dyrrhachium, qui se déroula dans une région du nord-ouest de la Grèce. À la grande surprise de César, Pompéi réunit une remarquable armée d'environ 36 000 fantassins et 7 000 chevaliers. Jules César craignit que de nouveaux renforts ne parviennent à Pompéi. Il décida d'agir rapidement en établissant un camp fortifié avec seulement 22 000 hommes prêts pour la bataille. Le résultat fut tout simplement désastreux pour César. Pompéi attaqua un point faible dans le mur de bois qui protégeait le camp de César et le chaos se répandit rapidement. Avec moins de soldats et des défenses compromises, Jules ne pouvait faire autrement que d'ordonner un retrait total. Cette défaite rappela à Jules César pourquoi Pompéi le Grand était l'un des plus grands généraux de son temps. Il ne pouvait plus être sous-estimé. César se retira dans un nouveau camp, mais il ne disposait que de peu de nourriture et d'eau potable pour ses hommes. Ses provisions étant presque épuisées, Jules César devait agir rapidement. Le 9 août 48 avant Jésus-Christ, la bataille de Pharsale se déroula dans la région de Thessalie, en Grèce centrale. Le combat commença lentement, les deux généraux étudiant attentivement les mouvements de l'adversaire. Un combat entre deux armées romaines, entraînées avec les mêmes formations et les mêmes tactiques, ne pouvait pas avoir une conclusion simple. La bataille fut extrêmement agressive. Les deux camps cherchaient à déborder leurs adversaires.
Pompéi bénéficiait d'une cavalerie plus importante, mais les vétérans de César avaient déjà fait face à toutes sortes de défis et ne pouvaient pas être facilement dominés. Bien qu'en grand désavantage numérique, les légions de César réussirent à résister à la cavalerie ennemie et à déborder l'infanterie, ce qui leur permit de prendre le contrôle total de la bataille. Pompéi vit son armée se faire détruire sous ses yeux. Il comprit qu'il n'avait pas affaire à un homme ordinaire. Pompéi fut vaincu et dut se retirer au plus vite. Après cette défaite, le général Pompéi se retrouva dans une situation épouvantable. La plupart des sénateurs qui étaient partis avec lui en Grèce fuyaient maintenant vers d'autres colonies romaines. Certains allèrent même à la rencontre de César pour lui demander pardon. Pompéi se réfugia en Égypte, qui, à l'époque, faisait partie des territoires gouvernés par Rome. Il chercha refuge auprès de la noblesse égyptienne, mais il ne s'attendait pas à un cruel coup du sort. Certains membres de l'élite égyptienne eurent peur, en protégeant Pompéi, d'attirer la fureur de César qui se dirigeait déjà vers l'Égypte. Pompéi fut attaqué et tué dès qu'il posa le pied sur le sol égyptien. Un grand général romain avait trouvé une fin peu glorieuse en terre étrangère. Lorsque Jules César arriva en Égypte, il fut reçu au palais royal de Ptolémée XIII. Dès qu'il demanda où se trouvait Pompéi, on ne lui remit que la dépouille de son ancien rival. César était furieux. Il projetait de pardonner à Pompéi et de le ramener à Rome. Il lui permettrait même d'occuper un siège au Sénat. Le manque de respect était d'autant plus grand que Pompéi était un consul romain et qu'il avait été lâchement assassiné par des étrangers. Il était trop tard pour Pompéi. Jules César, désormais en Égypte, se retrouve à la cible d'une conspiration au pays des pharaons. Les journées étaient chaudes, comme d'habitude, dans les terres égyptiennes. Même pour un Romain habitué au climat rigoureux de la capitale de la République romaine, la chaleur égyptienne provoquait un grand inconfort. De plus, les coutumes de ce peuple exotique étaient pour Jules César tout à fait étranges. Après la longue et épuisante persécution de Pompée, Jules César et ses soldats eurent besoin d'une pause bien méritée. Dans cette optique, César décida de passer quelques jours en Égypte, où il séjourna dans le palais royal d'Alexandrie. À Rome, César fut élu au poste de dictateur, la fonction la plus puissante de la République romaine. César restera en fonction pendant un an. Jules César atteignit enfin le sommet de sa carrière politique et militaire. Cependant, la paix ne dura jamais longtemps dans la vie de Jules César. En 48 avant Jésus-Christ, l'Égypte connaissait une guerre civile. La célèbre Cléopâtre voulait réclamer le trône royal à Ptolémée, son frère cadet. Jules César n'aimait pas le frère de Cléopâtre, car Ptolémée était l'un des responsables de la mort de Pompéi. Sachant cela, Cléopâtre commença à élaborer un plan pour rencontrer César. Grâce à un stratagème créatif, Cléopâtre réussit à entrer dans la chambre de César. Cette présence inhabituelle attira l'attention du Romain et Cléopâtre lui expliqua la situation politique de l'Égypte. On prétend que cette nuit-là, Jules César et Cléopâtre devinrent amants. César soutint l'ascension de Cléopâtre au trône, s'assurant le soutien militaire de ses légions et combattant les troupes de Ptolémée. Une série de batailles s'ensuivit, connue sous le nom de siège d'Alexandrie. Finalement, Ptolémée fut vaincu lors de la bataille meurtrière du Nil en 47 avant Jésus-Christ. Le principal conflit de cette bataille se déroula dans les eaux du Nil, où les galères de guerre de Jules César affrontèrent les navires de Ptolémée. Au cours du combat, le navire de Jules César finit par chavirer, obligeant le grand général romain à nager jusqu'à la rive pour sauver sa vie. Après cette bataille, Cléopâtre prit le commandement de l'Égypte, et sa romance avec Jules César fit déjà l'objet de nombreux ragots et malheurs à Rome. Marc-Antoine, qui commandait la ville de Rome, s'efforçait de maintenir l'ordre politique et de dissimuler le retard de César à reprendre ses fonctions sénatoriales. Et même s'il était la cible de critiques acerbes, Jules César décida de ne pas garder son idylle secrète. Il choisit d'emmener Cléopâtre voir Rome, ce qui fut interprété comme une insulte majeure par de nombreux nobles romains. Jules César partit également pour le Moyen-Orient, où il remporta une victoire écrasante sur l'armée du roi Pharnace II. La victoire contre le roi Pharnace II fut si rapide et si facile qu'elle inspira à César l'une de ses citations les plus célèbres, « Veni, vidi, vici ». Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Le temps passa et la relation amoureuse entre César et Cléopâtre suscita une grande méfiance parmi les magistrats romains. Certaines rumeurs évoquaient la naissance d'un fils de Jules César par Cléopâtre.
Le fils supposé du couple fut nommé Ptolémée XV Césarion. Néanmoins, Jules César ne reconnut jamais officiellement l'enfant, bien que Cléopâtre ait affirmé qu'elle était sûre que César était le père. De nombreux sénateurs commencèrent à craindre que Jules César n'essaie de se faire empereur. En ayant un fils avec la puissante reine d'Égypte, il ouvrirait une lignée d'héritiers ayant le droit de commander à la fois les territoires romains et égyptiens. Par ailleurs, certains sénateurs et nobles romains n'aimaient pas Jules César et cherchaient toujours des raisons de le critiquer. Certains de ces sénateurs étaient d'anciens partisans de Pompéi. Bien qu'ils aient choisi le camp de l'ennemi, César leur pardonna. Pour ne rien arranger, lors de la fête des Lupercales, Marc-Antoine tenta de couronner la tête de César d'un diadème d'or typique des rois grecs. Le geste était censé être une plaisanterie, mais il fut interprété comme une insulte par les partisans à la fête, même si César tenta de retirer rapidement l'objet. Jules César ne semblait pas se soucier de l'opinion de ses opposants et commença à déléguer des postes politiques à des amis et à des parents. Il commença également à créer des lois qui étaient approuvées sans le consentement des sénateurs. César ne cessa d'accroître son pouvoir et sa sphère d'influence dans la ville. Malgré toutes ces réalisations, César souhaitait encore lancer une nouvelle campagne militaire contre le puissant empire parthe, qui résistait à tous les assauts romains. En 44 avant Jésus-Christ, le Sénat romain nomma Jules César dictateur perpétuel, lui garantissant le droit d'exercer ses fonctions jusqu'à la fin de sa vie. À 55 ans, Jules César restait toujours aussi ambitieux. Cela nourrit les craintes de ses adversaires au Sénat qui commencèrent à échafauder un plan contre la vie du grand général. Le principal partisan de la conspiration contre César fut le sénateur Gaius Cassius Longinus, qui ne ménagea pas ses efforts pour convaincre d'autres sénateurs de se rallier à sa cause. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, Jules César se rendit au théâtre de Pompéi où se tenait une séance du Sénat romain. Ce même jour, Marc-Antoine eut vent du projet contre César et courut l'avertir du danger imminent. En entrant au Sénat, César fut amicalement accueilli par les sénateurs, parmi lesquels se trouvait son neveu Marcus Brutus, pour qui César avait une grande estime. Afin de ne pas éveiller les soupçons, l'un des sénateurs remit à César un parchemin contenant une pétition à évaluer. Les autres sénateurs se dirigèrent vers lui, faisant mine de s'intéresser à la lecture de ce qui était écrit. Le sénateur le plus proche sortit alors un poignard caché dans son manteau et saisit la robe de César. Jules César tenta d'esquiver son agresseur, mais le sénateur se mit à crier à l'aide, exigeant des autres membres de la conspiration qu'ils avancent. César fut attaqué par 60 sénateurs et mortellement blessé par 23 coups de poignard. L'un des derniers à le faire fut son propre neveu Marcus Brutus qui lui porta le coup fatal. Par une ironie du sort, César tomba au pied de la statue de Pompéi. Lorsqu'il leva les yeux, il vit le visage de son neveu et avec ses dernières forces, il tira un pan de son manteau pour se couvrir le visage, évitant ainsi la honte de regarder le traître dans les yeux. Jules César survécut à d'innombrables batailles et défis au cours de sa vie. Mais aujourd'hui, il gît sans vie sur le sol froid du Sénat romain. Il n'existe pas de récit précis des dernières paroles de Jules César. Certains pensent qu'il a dit à son neveu « Et tu Brutus ?» mais cette phrase a été écrite par William Shakespeare et immortalisée dans la pièce où il interprète Jules César. Mais les écrivains s'étonnent et Plutarque pense que César n'a pas dit un seul mot au moment de sa mort. Après l'assassinat de César, la plupart des sénateurs ont fui le Sénat, craignant d'être rattrapés par les soldats qui gardaient la ville. Les conspirateurs pensaient que la mort de César ramènerait le pouvoir politique de la ville entre les mains du Sénat. Cependant, ils ne s'attendaient pas au soulèvement populaire naissant. César était considéré comme un héros par la majorité de la population. Lorsque la nouvelle de sa mort fut connue, les citoyens de Rome commencèrent à se rassembler pour protester contre celle-ci. Le corps de Jules César fut amené pour être incinéré dans un lieu public selon la tradition de l'époque. Un grand nombre de personnes assistèrent à la cérémonie et, en guise d'adieu, jetèrent du bois et des objets personnels sur le bûcher funéraire, ce qui provoqua un incendie d'une telle ampleur qu'il endommagea le bâtiment du Sénat. La foule se mit à courir après les conspirateurs Cassius et Brutus qui, dans la confusion, réussirent à s'enfuir en Grèce. Brutus, sans doute rongé par le regret, finit par se suicider en 42 avant Jésus-Christ. La reine Cléopâtre et son fils Césarion se trouvaient alors à Rome, mais ils retournèrent en Égypte quelques jours après la mort de Jules César.
sur une place publique, Marc-Antoine lira le testament de Jules César. Il désignait son petit-neveu Gaius Octavius comme son successeur et lui donnait le droit d'utiliser le nom de César. Gaius Octavius changea son nom en Gaius Julius César Octavius et quelques années après la mort de son oncle, il fut couronné premier empereur romain. Les empereurs romains suivants commencèrent à inclure le nom de famille César dans leur propre nom. La grande histoire de Jules César se termina, mais le nom de cet homme remarquable devint synonyme de grandeur. Dans l'histoire, de nombreuses personnes sont nées avec des titres de noblesse et le droit de commander des sujets et des armées. Mais peu d'entre eux ont atteint une véritable grandeur, devenant des légendes dont les noms se sont perpétués au fil des siècles. Napoléon Bonaparte était l'un des hommes les plus puissants du monde. Il avait une personnalité complexe et une volonté extraordinaire. Il voulait conquérir un riche empire et faire de la France le pays le plus important du monde. Bien que Napoléon soit un personnage extrêmement important de l'histoire de France, sa famille est d'origine italienne. Son père s'appelait Carlo Maria Buonaparte et descendait d'une lignée noble qui vivait dans la région de Toscane, en Italie. Sa mère, Maria Letizia Ramolino, était une femme austère et courageuse qui ne s'est mariée qu'à l'âge de 14 ans. Elle eut une nombreuse descendance de 12 enfants, jouant un rôle influent dans l'éducation et l'instruction de Napoléon. Baptisé Napoleone di Buonaparte, naquit le 15 août 1769 dans la ville d'Ajaccio, en Corse, une île qui appartenait à l'Italie, mais qui fut annexée par la France en 1768. À l'âge de 9 ans, sa famille l'envoie sur le continent français, où Napoléon commence ses études dans une école religieuse. Peu de temps après, il est transféré, grâce à une bourse, à l'école militaire de Brienne-le-Château. Pendant une grande partie de sa jeunesse, Napoléon subit les moqueries de ses pairs en raison de son lieu de naissance, de sa petite taille, de ses manières et de son français teinté de l'accent corse typique. Mais la petite taille de Napoléon est une légende. Cette renommée fut créée par des propagandistes anglais qui voulaient démoraliser l'image de Napoléon lors de son ascension au pouvoir. Si dans sa jeunesse il était considéré comme petit pour son âge, à l'âge adulte, Napoléon mesurait environ 1,69 mètres, une taille considérée comme normale selon les normes de l'époque. Napoléon termina ses études à la célèbre école militaire de Paris, devenant officier d'artillerie et le premier élève corse à réussir cet exploit. Avec la Révolution française de 1789, les tensions entre la France et la Corse se sont considérablement accrues et Napoléon est rapidement retourné dans sa ville natale. À l'âge de 23 ans, Napoléon participa à des soulèvements militaires, se montrant un fervent nationaliste corse et défendant les idéaux d'indépendance de sa patrie. Son principal mentor est le patriote Pasquale Paoli. Les relations entre Napoléon et Paoli étaient difficiles car ce dernier considérait le défunt père de Napoléon comme un traître ayant abandonné la cause de l'indépendance de la Corse. Les divergences politiques entre les deux hommes étaient de plus en plus prononcées, Napoléon se rapprochant de plus en plus des idéaux révolutionnaires français. En raison de cet éloignement, Napoléon fut gêné lors d'une attaque française qui réussit à envahir la Sardaigne en 1792. Il reçut des ordres confus pendant la bataille, fut contraint de battre en retraite et d'abandonner ses précieux canons sur le champ de bataille. Les ordres émanaient d'un officier choisi par Paoli. La famille de Napoléon fit l'objet de persécutions politiques en Corse qui se traduisirent par un attentat contre la maison de Buonaparte détruite par des incendiaires. Napoléon et ses proches quittèrent la Corse pour la France continentale, où ils s'installèrent à Toulon. Cet épisode blessa profondément Napoléon, qui commença à en vouloir à la Corse et à ses habitants. C'est aussi ce qui le poussa à changer définitivement son nom de baptême à l'âge de 27 ans, en remplaçant Napoleone di Buonaparte par la version française du nom, le célèbre Napoléon Bonaparte. Vers 1792, la France se trouva dans une situation très délicate. Plusieurs puissances européennes telles que le Royaume-Uni, l'Autriche, la Prusse et l'Italie étaient en guerre contre la France. Parallèlement, la Révolution française est en train de déstabiliser l'ensemble de la structure monarchique qui gouverne le pays. Au fur et à mesure que la Révolution française prend de nouveaux accents politiques, la guerre civile s'étend à toute la France, avec des factions politiques rivales. Dans ce chaos, Napoléon participe à une action militaire aux côtés du gouvernement, en s'attaquant à des villes rebelles dans le sud de la France. En 1793, Napoléon publia un pamphlet pro-républicain
républicain, défendant les idéaux de la Révolution. Les mots forts de Napoléon finissent par attirer l'attention de Maximilien Robespierre, le principal dirigeant du parti jacobin. Robespierre est célèbre pour avoir été l'un des dirigeants les plus emblématiques et les plus controversés de l'histoire. Ses idéaux d'égalité, de liberté et de fraternité contrastent fortement avec le régime de terreur qu'il instaura en France. Son radicalisme encourageait les actions antidémocratiques, les persécutions et les assassinats d'opposants. Le rapprochement avec Robespierre fut très bénéfique à Napoléon, qui s'intégra à la politique française, acquérant de plus en plus d'influence dans les affaires de l'État. Lors du siège de Toulon en 1793, Napoléon fut nommé commandant de l'artillerie des forces républicaines. Son rôle fut extrêmement important au cours du conflit, car il conçut un plan pour s'emparer d'une colline où les canons républicains pourraient dominer le port de la ville, forçant les navires britanniques et espagnols à battre en retraite. La victoire contre les troupes anglo-espagnoles ainsi que la prise de Toulon valurent à Napoléon d'être nommé général de brigade à l'âge de 24 ans. Quelques mois plus tard, Napoléon fut envoyé pour commander les troupes à la frontière avec l'Italie pendant la guerre de la Première Coalition. Napoléon établit le plan d'attaque du royaume de Sardaigne et mena l'armée française à la victoire lors de la bataille de Saorge en avril 1794. Napoléon et ses troupes menèrent d'autres batailles dans les Alpes-Maritimes, soumettant d'autres villes et villages ennemis. Mais un coup du sort prit Napoléon par surprise, car le chef jacobin Robespierre fut arrêté pour ses abus de pouvoir. Il fut guillotiné en public le 28 juillet 1794. La mort de Robespierre et l'avènement d'un nouveau gouvernement déclenchèrent des persécutions politiques en France. Napoléon fit l'objet d'une enquête pour son association avec les Jacobins. Il fut assigné à résidence à Nice, sur la côte sud-est de la France. Pour sortir de cette situation, Napoléon écrivit une lettre dans laquelle il défendait la légitimité de ses actions et ses bonnes intentions pour l'avenir de la France. Il fut acquitté de tous les chefs d'accusation et libéré le 20 août 1794. En 1795, la vie de Napoléon subit plusieurs changements. Il se fiance avec la jeune Désirée Clary, une passion qui lui inspire une nouvelle romantique, intitulée Clisson et Eugénie, qui raconte l'histoire d'un soldat et de sa maîtresse dans un parallèle évident entre Napoléon et Désirée. Mais si sa vie amoureuse se déroule bien, il n'en va pas de même pour sa carrière militaire. Le 15 septembre, Napoléon est démis de ses fonctions de général. Sa solde est suspendue pour avoir refusé de servir dans la campagne de Vendée. Il se trouve dans une situation financière difficile et ses perspectives de carrière s'amenuisent. Napoléon retrouva une partie de son statut social le 3 octobre lorsque les monarchistes de Paris se révoltèrent contre la Convention nationale. Napoléon fut chargé de commander les forces chargées de défendre le palais des Tuileries, tâche dont il s'acquitta avec une grande efficacité. Le succès de Napoléon lui apporta soudain la gloire, la richesse et le patronage du nouveau gouvernement. La nouvelle ascension de Napoléon fut également marquée par une nouvelle romance avec la belle Joséphine de Beauharnais. Napoléon tomba éperdument amoureux de Joséphine, mettant fin par lettre à sa relation avec Désirée. Le mariage de Napoléon et Joséphine eut lieu le 9 mars 1796. 2 jours seulement après le mariage, Napoléon partit pour une nouvelle campagne militaire en Italie. Très superstitieux, Napoléon croyait être guidé par une bonne étoile qui brillait spécialement pour lui dans le ciel et qui se manifestait dans sa vie par l'intermédiaire de sa femme Joséphine. Les croyances de Napoléon le rendirent de plus en plus confiant et intrépide, faisant rapidement avancer ses troupes sur le sol italien, remportant de nombreuses victoires consécutives. En 2 semaines, le royaume de Sardaigne fut soumis et le nord de l'Italie passa sous domination française. Les Autrichiens demeuraient sur le chemin de Napoléon, mais même les nombreuses armées du Saint-Empire romain germanique ne parvinrent pas à arrêter les Français. Au cours de cette période, Napoléon commença à jouir d'une renommée internationale. Son nom est exalté dans toute la France. Les chefs militaires des autres pays craignaient son ascension rapide, mais même Napoléon Bonaparte n'aurait pas pu imaginer l'ampleur que prendrait son histoire. Les victoires de Napoléon Bonaparte dans ses campagnes italiennes ont considérablement accru le prestige du jeune général français. Il collectionna de nombreuses œuvres d'art d'origine italienne en saccageant les maisons de plusieurs familles nobles. Pendant son séjour en Italie, Napoléon en vint à admirer les sculptures et l'architecture italienne. Il envoya en France des statues, des tapisseries et des peintures, preuve de ses exploits militaires.
Certaines pièces furent confisquées par Napoléon lui-même, qui envoya même des vêtements et des bijoux de valeur à sa bien-aimée Joséphine. Le passionné Napoléon pensait toujours à sa Joséphine. Il envoyait constamment des lettres romantiques, dont le contenu faisait soupirer même les plus nobles dames de la cour de France. Dans un extrait d'une de ces lettres, Napoléon écrivit à Joséphine « Vous, à qui la nature a donné l'esprit, la douceur et la beauté, êtes la seule qui puisse émouvoir et gouverner mon cœur. Vous savez bien l'empire absolu que vous exercez sur lui. » Mais à la grande mortification de Napoléon, Joséphine répondait rarement à ses lettres. Et lorsqu'elle le faisait, elle était sèche et presque toujours distante. Pour compliquer encore les choses, Joséphine entretenait une relation extra-conjugale avec un jeune lieutenant de hussards. Napoléon était toujours en Italie lorsqu'il apprit l'infidélité de sa femme. Il était tellement furieux qu'il a failli abandonner sa campagne militaire pour rentrer en France. Après cet épisode, Napoléon cessa de déclarer son amour à Joséphine. Au fil des ans, il connut plusieurs maîtresses. Sous le commandement de Napoléon, les Français remportèrent une victoire décisive à la bataille de Rivoli en janvier 1797. Les Autrichiens y perdirent environ 14 000 hommes et, à cause de cette défaite, furent chassés du territoire italien. Cette année-là, Napoléon et ses troupes se rendirent au sud de l'Allemagne pour attaquer le cœur de l'Empire autrichien. La tactique de Napoléon se révéla une fois de plus supérieure, ce qui lui permit de remporter une série de victoires sur les troupes autrichiennes. Après avoir perdu la bataille de Tarvis en mars 1797, les Autrichiens se rendirent compte qu'ils ne pourraient pas contenir l'avancée de Napoléon. Ce dernier n'était plus qu'à 100 km de la ville de Vienne. N'ayant pas d'autre choix, les Autrichiens demandèrent une trêve dans le cadre d'un traité de paix. Dans certaines de ses conversations et interviews ultérieures, Napoléon exprima son admiration pour les grands généraux du passé, tels qu'Hannibal Barca et Jules César. Alexandre le Grand était son préféré, adaptant même la tactique du général macédonien à ses troupes d'artillerie. L'une des stratégies préférées de Napoléon était le mouvement classique en tenaille, consistant à engager et à encercler les troupes ennemies, tout en déplaçant ses pièces d'artillerie pour soutenir l'infanterie. À son retour en France, Napoléon fut chargé de planifier l'invasion de la Grande-Bretagne. Cependant, il considéra que cette approche était trop risquée, car les défenses côtières et la marine britannique auraient dévasté les forces françaises. Après 2 mois de discussion et de planification, Napoléon convainc les autres dirigeants français d'abandonner l'invasion de la Grande-Bretagne. En revanche, il élabore de nouveaux plans pour dominer l'Égypte. L'expédition militaire de Napoléon en Égypte visait principalement à empêcher les Britanniques d'accéder aux routes commerciales de l'Inde, leur enlevant ainsi une source précieuse de produits et de ressources. Pour rétablir des relations solides au Moyen-Orient, Napoléon souhaitait s'allier à Tipou, le sultan de Mysore, ennemi des Britanniques. Il souhaitait également nouer des relations avec les princes indiens et s'attaquer avec eux aux Britanniques qui opprimaient depuis longtemps le peuple indien. Avant de partir pour l'Égypte, Napoléon fut élu membre de l'Académie des sciences de France. Il s'entoura d'une équipe de 167 scientifiques, dont des mathématiciens, des naturalistes et des chimistes. Ils voyagèrent avec les troupes pour mener des expériences et collecter des objets historiques. Parmi les découvertes faites par les chercheurs français figure la fameuse pierre de Rosette, une importante stèle contenant 3 versions d'un décret émis à Memphis sous la dynastie ptolémaïque. Les études réalisées avec la pierre de Rosette furent cruciales pour déchiffrer les hiéroglyphes égyptiens, ce qui permit d'approfondir les études et de comprendre la vie, les croyances et les coutumes de l'Égypte ancienne. En route pour l'Égypte, Napoléon arriva sur l'île de Malte le 9 juin 1798. Malte était contrôlée par l'Ordre des Chevaliers Hospitaliers, une importante organisation qui avait participé à plusieurs guerres au cours du Moyen-Âge et jouissait d'un grand prestige en Europe. Cela n'a pas empêché Napoléon d'exiger la soumission du territoire. Après une résistance symbolique du grand maître Ferdinand von Hompesch, les chevaliers se rendirent et Napoléon s'empara d'une importante base navale, ne perdant que 3 hommes. Le 1er juillet, Napoléon débarqua à Alexandrie. Quelques jours plus tard, la bataille de Choubrakit eut lieu le 13 juillet contre l'armée ottomane, composée de la cavalerie mamelouk, la caste militaire dominante en Égypte. Napoléon remporta cette bataille en établissant des carrés d'infanterie, une tactique qui bloquait l'avancée de la cavalerie ennemie. Les soldats français peuvent tirer leurs mousquets dans différentes directions et soutenir les unités voisines.
Le 21 juillet, la célèbre bataille des pyramides se déroula à seulement 24 km des pyramides de Gizeh, à la périphérie du Caire. La bataille fut désastreuse pour les Mamelouks, qui perdirent environ 2000 guerriers. En revanche, Napoléon ne déplora que 29 morts et 260 blessés dans les troupes françaises. Cette victoire remonta le moral de l'armée française. Mais l'expédition de Napoléon ne resta pas longtemps intacte. Le 1er août, la Royal Navy britannique et la marine de la République française se livrèrent une bataille navale dévastatrice dans la baie d'Aboukir, sur la côte méditerranéenne du Nil. La bataille du Nil fut considérée comme sans doute l'affrontement naval le plus décisif de la grande époque de la voile et le succès le plus splendide et le plus glorieux de la marine britannique. Les Britanniques s'en souviennent à travers diverses représentations, dont de nombreux dessins, peintures, poèmes et pièces de théâtre. Même après cette défaite, Napoléon ne quitta pas l'Égypte. Au début de l'année 1799, il ordonna à une armée d'avancer dans la province ottomane de Damas, en Syrie. À la tête de 13 000 soldats français, Napoléon conquit les villes côtières d'Arish, de Gaza, de Jaffa et de Haïfa. Dans ces conquêtes, la personnalité brutale de Napoléon apparut, notamment lors de l'attaque de Jaffa. Il ordonna l'exécution d'une garnison de 1400 prisonniers à la baïonnette ou par noyade afin d'économiser des balles. Après une attaque infructueuse de la forteresse d'Acre, Napoléon ramena ses troupes en Égypte. Mais au fil des jours, il devint de plus en plus impatient et impitoyable, car de nombreux soldats de son armée souffraient d'une épidémie de peste bubonique. Mécontent de la lenteur de la marche, Napoléon ordonna que les soldats atteints de la peste soient empoisonnés à l'opium. Le nombre de morts demeure un mystère. 580 personnes auraient perdu la vie. Alors qu'il se battait en Égypte, Napoléon apprit que la France avait subi plusieurs défaites face à une nouvelle coalition de pays européens menée par la Grande-Bretagne et le Saint-Empire romain germanique. Cette nouvelle vague de bataille est connue sous le nom de guerre de la Deuxième Coalition. Le 24 août 1799, Napoléon profita du départ temporaire des navires britanniques des ports côtiers français et se dirigea vers la France, bien qu'il n'ait reçu aucun ordre explicite de Paris. Son armée resta en Égypte sous le commandement de Jean-Baptiste Kléber. Napoléon arriva à Paris en octobre de la même année et trouva une situation difficile. La République était en faillite et les dirigeants du régime connu sous le nom de Directoire étaient considérés comme inefficaces et impopulaires par la population française. Napoléon comprit qu'il devait prendre une décision audacieuse qui pourrait mettre en péril sa carrière et changerait à jamais l'histoire de sa vie. Le retour de Napoléon réveilla la population française, profondément mécontente du régime dictatorial du Directoire. Ce nom provient du pouvoir exécutif exercé par 5 membres connus sous le nom de directeurs. Bien qu'il eût subi quelques défaites en Égypte, Napoléon revint en héros et fut acclamé par le peuple. Le Directoire s'inquiéta et accusa même Napoléon de désertion pour avoir quitté l'Égypte sans en avoir reçu l'ordre officiel. Ces accusations restèrent toutefois sans effet en raison du manque de soutien de la part des hommes politiques opposés au Directoire. Napoléon forma une alliance avec Lucien, son frère cadet et président du Conseil des 500, ainsi qu'avec le directeur Emmanuel-Joseph Sieyès et d'autres alliés. Ils renversèrent le Directoire par un coup d'État le 9 novembre 1799, connu sous le nom de coup d'État du 18 Brumaire. Cet événement est également considéré par certains historiens comme la fin officielle de la Révolution française. Napoléon et ses alliés formèrent un nouveau régime politique appelé le Consulat, où Napoléon fut élu au poste de premier consul, obtenant des pouvoirs semblables à ceux d'un dictateur et contrôlant les affaires les plus importantes de la France. Soucieux de légitimer son pouvoir, Napoléon établit la Constitution de l'an 8 et se fait élire premier consul, choisissant le palais des Tuileries comme résidence. La Constitution fut approuvée lors d'un plébiscite frauduleux, avec 99% de votes favorables. Pendant le séjour de Napoléon en Égypte, la France perdit presque tous les territoires qu'elle avait conquis lors de la guerre de la Première Coalition. Pour renverser la situation, Napoléon repartit vers le nord de l'Italie où il affronta les armées autrichiennes. Inspiré par la tactique du célèbre général Hannibal Barca, Napoléon surprit ses ennemis en traversant les Alpes suisses et en rejoignant l'Italie par un chemin inattendu. Après une traversée difficile, l'armée française entra dans les plaines du nord de l'Italie sans rencontrer de résistance de la part des forces ennemies. Le 14 juin 1800 eut lieu la bataille de Marengo. Napoléon dirigeait 24 000 soldats contre 30 000 Autrichiens. Les forces autrichiennes avaient un avantage apparent, mais les lignes françaises ne se brisèrent jamais dans leur retraite tactique.
Napoléon chevauchait constamment au milieu des troupes, les exhortant à résister et à se battre. Vers la fin de la journée, les Français réussirent à vaincre l'attaque surprise du général Michael von Melas et à chasser les Autrichiens d'Italie. En l'espace d'un mois, Napoléon força les Autrichiens à signer un nouveau traité de paix, consolidant ainsi sa position politique à Paris en tant que premier consul de France. La nouvelle position de Napoléon lui valut une nouvelle vague d'ennemis dangereux, parmi lesquels des opposants appartenant au parti monarchiste et des extrémistes jacobins, qui en vinrent à craindre l'homme dont l'ambition semblait sans limite. On rapporte que Napoléon subit plusieurs tentatives d'assassinat. La plus célèbre eut lieu à Paris dans la nuit du 24 décembre 1800. Napoléon était en route vers l'opéra pour assister à l'oratorio de Joseph Haydn lorsqu'un carrosse explosa dans la rue juste au moment où il passait. Napoléon s'en sortit indemne, bien que l'explosion ait tué une douzaine de spectateurs. Une quarantaine de personnes furent blessées et plusieurs bâtiments furent endommagés ou détruits. Les enquêtes de police permirent de retrouver les responsables de la fabrication de la bombe qui furent exécutés le 20 avril 1801. Après une décennie de guerres incessantes, la France et la Grande-Bretagne signèrent le traité d'Amiens en mars 1802, mettant fin aux guerres révolutionnaires. L'Europe étant en paix et l'économie se redressant, la popularité de Napoléon atteignit son plus haut niveau et il fut reconnu dans son pays et à l'étranger. En janvier 1804, la police française découvrit un nouveau complot d'assassinat contre Napoléon, auquel participait la famille des Bourbons, les anciens souverains de France. En représailles, Napoléon ordonna l'enlèvement de Louis-Antoine de Bourbon, le duc d'Enghien. Le duc fut rapidement exécuté à l'issue d'un procès militaire secret, ce qui provoqua la colère des cours royales de toute l'Europe. C'est l'un des facteurs politiques qui contribuèrent au déclenchement des guerres napoléoniennes. Napoléon utilisa ce nouveau complot d'assassinat pour justifier la création d'un régime impérial basé sur l'ancien modèle romain. Il établit ainsi un système héréditaire pour la famille Bonaparte qui a le droit de gouverner la France et les autres territoires conquis. Toujours en 1804, Napoléon fut élu empereur des Français par plus de 99 des voix, avec près de 3,6 millions de votants. Cette dévotion de la population française à l'égard de Napoléon est considérée comme un événement rare dans l'histoire de l'humanité. Le couronnement de Napoléon, officialisé par le pape Pie VII, eut lieu le 2 décembre 1804 à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Napoléon entra dans la cérémonie en portant la couronne de laurier d'or et la garda sur la tête pendant toute la durée de la cérémonie, honorant ainsi les coutumes de l'ancien empire romain. Une deuxième couronne, réplique de celle de Charlemagne, fut apportée pour la cérémonie. Elle fut symboliquement élevée au-dessus de la tête de Napoléon, mais placée sur la tête de son épouse Joséphine, faisant d'elle l'impératrice de toute la France. L'année suivante, Napoléon fut également couronné roi d'Italie, avec la couronne de fer de Lombardie dans la cathédrale de Milan, le 26 mai 1805. Parmi ses généraux, il choisit 18 maréchaux impériaux pour s'assurer de la fidélité de l'armée française. Mais la période de paix prit fin en Europe. L'Angleterre rompit le traité de paix et s'allia au Saint-Empire romain germanique, à la Russie, à la Suède et à l'Autriche, déclenchant ainsi la guerre de la Troisième Coalition. Napoléon savait que la flotte française ne pourrait pas vaincre la Royal Navy britannique dans une bataille directe. Il prévoyait donc de l'attirer loin de la Manche. Ce plan échoua après la victoire britannique à la bataille du Cap Finistère en juillet 1805, où la marine française fut à nouveau déchirée par les navires britanniques. Conscient qu'il aurait des problèmes si les Autrichiens recevaient des renforts des armées russes, Napoléon déplaça son armée vers le sud de l'Allemagne. La bataille d'Ulm a lieu entre le 16 et le 19 octobre 1805. La bataille d'Ulm est généralement considérée comme un chef-d'œuvre stratégique. Napoléon organisa ses troupes pour flanquer et encercler les positions ennemies, forçant le général autrichien Karl Mack à se rendre et capturant un total de 60 000 hommes. Les performances exemplaires des Français dans les batailles terrestres ne furent pas partagées par l'escadre navale française, qui subit une défaite cuisante à la bataille de Trafalgar le 21 octobre face à la Royal Navy britannique. Ce fut la dernière fois que la Royal Navy fut sérieusement défiée par une flotte française au cours des guerres napoléoniennes. Après la campagne d'Ulm, les forces françaises prirent Vienne en novembre. La chute de Vienne fournit aux Français une énorme récompense, avec la capture de 100 000 mousquets, 500 canons et les ponts intacts sur le Danube.
Le 2 décembre, la bataille d'Austerlitz se déroula en Moravie. Cette bataille est souvent considérée comme un exemple tactique à suivre, compte tenu de l'exécution quasi parfaite d'un plan calibré, mais toujours dangereux, au même titre que la bataille de Cannes, livrée par Hannibal Barca contre Rome quelques 2000 ans plus tôt. Le désastre des Alliés à Austerlitz ébranla considérablement la foi de l'empereur François II du Saint-Empire romain germanique. La France et l'Autriche acceptèrent à nouveau de signer un armistice entre les deux puissances. Napoléon déclara même « La bataille d'Austerlitz est la meilleure de toutes celles auxquelles j'ai participé ». Après Austerlitz, Napoléon divisa les États allemands conquis et créa la Confédération du Rhin, mettant ainsi fin au Saint-Empire romain germanique. Cette réorganisation territoriale finit par inquiéter le royaume de Prusse, qui se sentit menacé par l'avancée constante des Français. Le roi Frédéric Guillaume III de Prusse finit par céder aux appels de sa femme et de ses ministres et conclut de nouvelles alliances avec la Russie, la Saxe, la Suède et la Grande-Bretagne. La guerre de la 4e coalition contre Napoléon débuta. Napoléon envahit la Prusse avec 180 000 soldats marchant rapidement sur la rive droite de la Saale lors des batailles d'Iéna et d'Auerstedt le 14 octobre. Les Français vainquirent rapidement les Prussiens qui subirent de lourdes pertes. Plusieurs commandants ennemis sont tués ou désarçonnés. Cette victoire fut particulièrement profitable à l'armée napoléonienne. En un mois, les Français réussissent à s'emparer de plus de 2000 canons et de centaines de wagons de munitions. Napoléon et ses troupes prirent ensuite la ville de Berlin, capitale du roi de Prusse. Un énorme pillage eut lieu dans la ville et la Prusse devint un état client de la France, contraint de payer d'importantes indemnités. Lors de son séjour dans la ville, Napoléon se rendit sur la tombe de Frédéric le Grand, ancien roi de Prusse. Il aurait dit à ses maréchaux « Chapeau, messieurs, s'il était vivant, nous ne serions pas ici aujourd'hui ». En 1806, Napoléon chercha à nouer de nouvelles alliances au Moyen-Orient. L'empereur ottoman Sélim III reconnut Napoléon comme un allié, de même que le roi Ali Shah Qajar de l'Empire perse. Mais Napoléon ne réussit pas à former des alliances efficaces en raison de l'intervention de la Grande-Bretagne et de la Russie qui déclarèrent la guerre à l'Empire ottoman. Napoléon était désormais une légende vivante. Rares sont ceux qui oseraient contester sa position d'empereur ou de général sur le champ de bataille. Mais son avenir sera fait de rebondissements et de grands moments. Napoléon avait parcouru un long chemin depuis qu'il avait quitté la Corse dans sa jeunesse, affrontant des batailles mémorables dans de nombreux contextes différents, défiant des rois et des généraux et remportant de nombreuses victoires. Napoléon était désormais empereur de France. Au début du 19e siècle, il contrôlait donc une grande partie de l'Europe continentale. À son apogée, le célèbre premier empire français comptait 130 départements et gouvernait plus de 44 millions de sujets, avec une énorme présence militaire en Allemagne, en Italie, en Autriche et en Prusse. La France devint une puissance militaire enviable, mais il restait des ennemis capables de remettre en cause sa souveraineté. Parmi eux, la Grande-Bretagne et le gigantesque empire russe, qui ne cessait d'envoyer des armées en Allemagne et en Prusse afin de susciter des révoltes parmi les populations locales et de chasser les Français de la région. Le 21 novembre 1806, Napoléon publia le décret de Berlin, interdisant aux nations européennes de commercer avec la Grande-Bretagne. L'objectif était d'endommager les caisses de la Grande-Bretagne et d'affaiblir son économie en créant ce que l'on appelle le système continental. Mais le décret fut mal accueilli par les nations européennes dominées par les Français. La contrebande de marchandises se développa de manière exponentielle, causant plus de problèmes économiques à la France qu'à l'Angleterre. En février 1807, la bataille d'Eylau, sanglante et peu concluante, se déroula dans la région de Prusse orientale, où la grande armée de Napoléon affronta l'armée impériale russe commandée par le général d'origine allemande Levin von Benningsen. Au début de la bataille, une attaque frontale de Napoléon échoua, entraînant des pertes catastrophiques. Pour renverser la situation, l'empereur lança une charge massive de cavalerie contre les Russes. Cela donna au flanc droit français suffisamment de temps pour s'organiser et contre-attaquer ses ennemis. Les Français forcèrent les Russes à battre en retraite à l'issue d'un combat nocturne. Mais le nombre de morts dans les deux camps fut élevé et le mythe de l'invincibilité de Napoléon fut fortement ébranlé. Selon les estimations des historiens allemands, les Français subirent plus de 29 000 pertes, tués ou gravement blessés. La revanche française interviendra quelques mois plus tard, le 14 juin, lors de la célèbre bataille de Friedland. Napoléon affronta à nouveau le général Benningsen, mais cette fois, les Français étaient préparés.
Avec une supériorité numérique et face à la vulnérabilité des Russes qui tournaient le dos à la rivière Halle, Napoléon en conclut que le moment était venu et ordonna une attaque massive contre le flanc gauche des Russes. L'attaque française repoussa l'armée russe, la pressant contre la rivière. Incapables de résister à la pression, les Russes brisèrent leur formation et commencèrent à fuir en descendant la rivière. Beaucoup se noyèrent. L'armée russe subit de terribles pertes à Friedland, perdant plus de 40% de ses soldats sur le champ de bataille. La victoire écrasante de Napoléon suffit à conclure la guerre de la 4e coalition. L'empereur Alexandre Ier de Russie chercha à négocier la paix et rejoignit le système continental contre la Grande-Bretagne. Les traités de Tilsit virent le jour. Le premier fut signé par Napoléon et Alexandre Ier lors d'une rencontre sur un radeau au milieu du fleuve Niémen. La première chose qu'Alexandre dit à Napoléon fut « Je déteste les Anglais autant que vous ». Il voulait probablement renforcer ses liens avec l'empereur français. Le second traité fut signé avec la Prusse le 9 juillet. Les terres perdues par la Prusse furent converties en un nouveau royaume de Westphalie dirigé par Jérôme, le frère de Napoléon. L'humiliation infligée à la Prusse à Tilsit nourrit un antagonisme profond et amer qui grandit au fur et à mesure que l'ère napoléonienne progressait. Napoléon poursuivit ses efforts pour empêcher les pays du continent européen de commercer avec la Grande-Bretagne. Mais le royaume du Portugal, dirigé par le roi Jean VI, défia les ordres français en reprenant ses relations diplomatiques et commerciales avec les Britanniques. Pour le punir, Napoléon envoya 24 000 soldats français envahir le Portugal sous le commandement du général Jean-Andoche Junot. Les Français furent aidés par les Espagnols, qui cherchaient depuis longtemps un prétexte pour rentrer en guerre contre les Portugais. Pour échapper aux Français, Jean VI, accompagné de toute la famille royale et d'une importante suite de nobles, s'embarqua pour le Brésil, abandonnant le peuple portugais à son sort. Pour s'expliquer, Joao fit placarder dans les rues des affiches indiquant que son départ était inéluctable, recommandant à tous de rester calmes et ordonnés et de ne pas résister à l'envahisseur. Une fois le Portugal sécurisé, Napoléon se concentra sur le royaume d'Espagne, qui était déjà son allié, mais qui manifestait l'ambition d'étendre son influence et pouvait constituer une menace à l'avenir. En 1808, la France napoléonienne occupa l'Espagne et Napoléon plaça son frère aîné Joseph Bonaparte sur le trône d'Espagne. Le peuple espagnol refusa de se soumettre pacifiquement à l'occupation française, ce qui marqua le début de la guerre péninsulaire, qui dura 6 ans et affecta considérablement les armées françaises. Les défaites françaises à la bataille de Bailén et à la bataille de Vimiero obligèrent Napoléon à intervenir personnellement dans les combats. Sous le commandement de l'empereur, l'armée française infligea plusieurs défaites cuisantes aux forces espagnoles. Le 4 décembre 1808, Napoléon fit entrer ses 80 000 soldats dans la ville de Madrid. Les Britanniques, qui soutenaient les Espagnols, se retirèrent rapidement d'Espagne après une dernière résistance lors de la bataille de la Corogne en janvier 1809. L'empire de Napoléon était loin d'être en paix. Cette même année 1809, les Autrichiens lancèrent une nouvelle offensive contre la France. Tôt le matin du 10 avril, l'armée autrichienne envahit la Bavière. La première attaque autrichienne surprit les Français. Napoléon était encore à Paris lorsqu'il apprit l'invasion. Ce fut le début de la guerre de la 5e coalition. Napoléon élabora un plan pour isoler les Autrichiens et remporta une grande victoire à la bataille d'Eckmühl. Les Français pénètrent ensuite dans la ville de Vienne, capturée pour la 2e fois. Les 21 et 22 mai, la bataille d'Asper-Nessling eut lieu. Elle fut assez violente. Les bombardements continus de l'artillerie autrichienne contraignant Napoléon à retirer ses forces. Ce fut la première défaite de Napoléon dans une bataille majeure, qui suscita l'enthousiasme dans de nombreuses régions d'Europe. Elle prouva qu'il pouvait être vaincu dans une bataille. Après 6 semaines de planification, Napoléon commanda une nouvelle offensive dans la plus grande bataille de sa carrière jusqu'à présent, la bataille de Wagram. Napoléon traversa le Danube avec 172 000 hommes dans la nuit du 4 juillet et attaqua l'armée autrichienne, forte de 136 000 hommes. Les Français frappèrent la droite et le centre des forces autrichiennes. L'élan de la bataille évolua et Napoléon lança une offensive sur toute la ligne ennemie qui se divisa en deux et rendit la position autrichienne intenable. Les Autrichiens tentèrent de battre en retraite, mais ils furent poursuivis et vaincus quelques jours plus tard à la bataille de Znaïm, où ils se rendirent et demandèrent un armistice, mettant ainsi fin à la guerre. À la fin de la guerre, Napoléon rentra en France, où il se trouva confronté à un terrible dilemme. Il lui fallait un héritier pour reprendre le vaste empire qu'il avait conquis. Or, pendant toute la durée de leur mariage, sa femme Joséphine ne lui donna pas un seul enfant.
Le 10 janvier 1810, Napoléon divorça de Joséphine et chercha une nouvelle épouse de noble lignée. Il trouva une belle candidate de 18 ans, Marie-Louise, duchesse de Parme et fille de l'empereur François II d'Autriche. Pour officialiser la récente alliance avec l'Autriche grâce à un lien familial, Napoléon épousa Marie-Louise le 1er avril 1810, faisant d'elle la deuxième impératrice des Français. Marie se montra à la hauteur des attentes de son mari, donnant naissance à un petit garçon le 20 mars 1811, connu sous le nom de Napoléon II et recevant le titre symbolique de roi de Rome. La joie de Napoléon d'avoir un héritier fut assombrie par une nouvelle menace en provenance de l'Europe de l'Est. La noblesse russe demanda à l'empereur Alexandre Ier de rompre son alliance avec la France. Les tensions entre les deux puissances augmentèrent avec les violations russes du système continental. Napoléon fut informé que la Russie préparait une nouvelle alliance avec la Grande-Bretagne et une invasion de la Pologne. Furieux de la violation de l'accord de paix signé à Tilsit, Napoléon élargit son armée à un total de 450 000 hommes. Ignorant les conseils contre une invasion de l'intérieur de la Russie, il se lança dans une nouvelle campagne militaire. Napoléon ayant remporté des victoires impressionnantes contre tous les adversaires qui osèrent le défier, la décision d'envahir la Russie allait entraîner des conséquences inimaginables pour l'empereur français. Napoléon Bonaparte passa une grande partie de sa vie d'adulte sur le champ de bataille, menant de nombreuses guerres consécutives et luttant pour réaliser son rêve d'établir un empire prospère et durable. Pour atteindre ses objectifs, Napoléon assujettit des royaumes et des empires dans toute l'Europe, faisant d'innombrables victimes au cours de plus de 15 ans de bataille. Mais cette fois, Napoléon et son immense armée marchèrent jusqu'au cœur du puissant empire russe. Napoléon envahit la Russie le 24 juin 1812. À sa grande surprise, il ne trouva aucune grande armée prête à l'affronter dans une bataille en rase campagne. Au contraire, les troupes russes se contentèrent d'attaques occasionnelles et se retirèrent de plus en plus loin à l'intérieur du pays. La bataille de Smolensk, qui se déroula du 16 au 18 août, donna lieu à une résistance acharnée de la part des Russes. Au cours de cette bataille, l'artillerie française bombarda impitoyablement la ville de Smolensk, détruisant presque tous les bâtiments et enterrant des milliers de personnes dans les ruines fumantes. Avec plus de 15 000 victimes, ce fut l'une des batailles les plus sanglantes de l'invasion. Napoléon quitta Smolensk en flammes et avança avec son armée. Mais les Russes continuèrent à battre en retraite. Ils optèrent pour la stratégie militaire de la terre brûlée, dont le but était de détruire tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi, comme les villages susceptibles d'offrir un abri ou les cultures vivrières. La nourriture se fit de plus en plus rare au fur et à mesure que l'armée française avançait en territoire russe. Les lignes de ravitaillement devaient parcourir de nombreux kilomètres pour atteindre les unités de la ligne de front. Les hommes et les chevaux souffraient terriblement de faim et le temps devenait de plus en plus froid au fur et à mesure que les jours passaient. Le 7 septembre 1812 eut lieu la bataille de Borodino, l'une des plus sanglantes de l'histoire. L'armée impériale russe, commandée par le maréchal Mikhaïl Koutouzov, ordonna d'abord aux troupes russes d'avancer. Mais après avoir subi une attaque de l'artillerie française, il comprit que la situation exigeait une position défensive plutôt qu'offensive. La bataille fut extrêmement délicate. Les deux camps y perdirent des soldats à cause de l'artillerie et des mousquets. La fumée créée par les tirs de mousquets envahit la bataille. L'infanterie et les cavaliers avaient du mal à manœuvrer sur les tas de cadavres et de blessés. Ce fut un horrible massacre, même selon les critères napoléoniens. Bien que les Français aient gagné, le coût en vie humaine fut très élevé. Napoléon lui-même donna ce compte-rendu de la bataille, la plus terrible de toutes mes batailles. Les Français se sont montrés dignes de la victoire, mais les Russes se sont montrés dignes d'être invincibles. Les forces russes se retirèrent en bon ordre au sud de Moscou. Le plan initial de Koutouzov était d'attendre des renforts et de défendre Moscou. Mais l'avancée rapide de l'armée française le contraint à battre en retraite au-delà de la ville. Avant l'arrivée de Napoléon, Moscou fut incendiée sur ordre du gouverneur Fiodor Rostopchine. Le feu se répandit pendant des jours, laissant la ville en ruine à l'arrivée des Français épuisés. Napoléon entra dans la ville, croyant que la chute de Moscou mettrait fin à la guerre. Mais les Russes le firent attendre. En raison du manque de nourriture et d'abris adéquats contre le froid hivernal croissant, Napoléon et son armée se retirèrent de Moscou au début du mois de novembre. L'effet le plus dévastateur du froid sur les forces de Napoléon eut lieu pendant la retraite. La famine et l'hypothermie entraînèrent la perte de dizaines de milliers de soldats. Près de 10 000 hommes et chevaux moururent de froid en une seule nuit. Pour ne rien arranger, l'arrière de
l'armée française affaiblie subit des attaques constantes de cavaliers cosaques, qui utilisèrent des tactiques de guérilla pour affaiblir encore davantage les forces françaises. La bataille de la Bérésina se déroula du 26 au 29 novembre. Bien qu'elle se soit soldée par une courte victoire française, elle constitua un coup défensif pour Napoléon. Celui-ci fut contraint d'accélérer son retrait de Russie, abandonnant 25 pièces d'artillerie et plusieurs chariots remplis d'armes et de fournitures pillées par les Cosaques. La campagne de Russie de Napoléon se termina sur un résultat désastreux. Sur les plus de 400 000 soldats qui s'étaient mis en marche au début de l'invasion, moins de 40 000 sont revenus sur le territoire de l'Empire français. Les Russes perdirent 150 000 soldats au combat et des milliers de civils. L'échec de l'expédition de Napoléon en Russie nourrit de nouvelles conspirations contre sa position d'empereur et sa vie. Les anciens ennemis de la France, tels que l'Autriche, la Prusse, la Russie et la Grande-Bretagne, ne perdirent pas de temps et formèrent une nouvelle alliance avec le soutien de la Suède, de l'Espagne et du Portugal. Ce fut le début de la guerre de la 6e coalition, qui commença en mars 1813. Elle est également connue en Allemagne sous le nom de guerre de libération, parce qu'elle permit enfin de supprimer le contrôle que les Français exerçaient sur les États allemands. La situation dans la péninsule ibérique était peu favorable à Napoléon. La guerre péninsulaire durait depuis 1807. Les armées britanniques, portugaises et espagnoles formèrent une union et bâtirent l'armée française du roi Joseph Bonaparte. L'affrontement est connu sous le nom de bataille de Vittoria. Bien qu'en infériorité numérique, Napoléon ne se résigna pas facilement. Il remporta plusieurs victoires importantes en Allemagne, comme la bataille de Dresde. Mais ses ennemis de plus en plus nombreux exerçaient une pression de plus en plus forte sur les forces françaises. Entre le 16 et le 19 octobre se déroula la grande bataille de Leipzig, également appelée bataille des nations, parce qu'il s'agissait du plus grand conflit des guerres napoléoniennes, avec 500 000 soldats et 2200 pièces d'artillerie. Elle fit plus de 90 000 victimes au total, ce qui en fit la plus grande bataille d'Europe avant la Première Guerre mondiale. La défaite de Leipzig fut désastreuse pour Napoléon, détruisant une deuxième armée française et portant gravement atteinte à sa réputation de génie militaire. Lorsqu'il revint à Paris à la fin de l'année, ses premiers mots en entrant au Sénat furent « Il y a un an, toute l'Europe marche contre nous ». Visiblement perturbé, Napoléon montrait des signes d'épuisement physique et mental. Sa posture autrefois altière était de plus en plus courbée et son visage avait une expression triste et morose. Certains affirmaient qu'il était devenu fou de pouvoir en rejetant les conditions de paix proposées à Francfort, selon lesquelles Napoléon resterait l'empereur des Français mais serait réduit à ses frontières naturelles. Cela signifiait que la France pouvait conserver le contrôle de la Belgique et de la Rhénanie, mais qu'elle devait se retirer de tous les autres territoires. Le refus de Napoléon entraîna une nouvelle vague de bataille, où la coalition remporta la majorité. Le 31 mars 1814, date fatidique, les forces conjointes de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse entrèrent dans la ville de Paris, forçant les Français à se rendre et mettant fin à la 6e guerre de coalition. Alexandre Ier de Russie expliqua au Sénat français que les alliés de la coalition combattaient Napoléon et non la France, et qu'ils étaient prêts à offrir des conditions de paix honorables si Napoléon était chassé du pouvoir. Le lendemain, le Sénat adoptait l'acte de démission de l'empereur qui destituait Napoléon. N'ayant pas d'autre choix, Napoléon fut contraint d'abdiquer le trône et signa le traité de Fontainebleau le 11 avril 1814. Par ce traité, les Alliés mettaient fin au règne de Napoléon en tant qu'empereur des Français et l'envoyaient en exil sur l'île méditerranéenne d'Elbe. Napoléon obtint le droit de commander l'île et de conserver son titre d'empereur. Mais pour un homme qui avait autrefois commandé une grande partie de l'Europe, être l'empereur d'une seule île était une humiliation insupportable. Après quelques mois d'exil, Napoléon apprit que son ancienne épouse Joséphine était morte en France. Dévasté par la nouvelle, il choisit de s'enfermer dans sa chambre et refusa d'en sortir pendant 2 jours. Malheureux à l'idée de passer le reste de ses jours en exil, Napoléon réussit à rassembler 700 hommes et à s'échapper de l'île d'Elbe à bord d'un navire de guerre. Arrivé sur le territoire français, Napoléon fut intercepté par le 5e régiment, qui avait l'ordre de capturer l'ancien empereur. Napoléon s'approcha seul du régiment, descendit de cheval et lorsqu'il fut à portée de tir, cria aux soldats « Me voici, tuez votre empereur si vous le voulez ». Beaucoup de ces soldats avaient servi Napoléon pendant de nombreuses années et lui vouaient une grande admiration. En signe de dévouement, les soldats répondirent promptement « Vive l'empereur! Vive l'empereur !» Napoléon arriva à Paris le 20 mars et gouverna pendant une période connue sous le nom de gouvernement des 100 jours. La Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche
l'Autriche et la Prusse menèrent une campagne de 150 000 hommes pour mettre fin à son règne, ce qui donna lieu à la guerre des 100 jours, également connue sous le nom de guerre de la 7e coalition. Au début du mois de juin, les forces armées de Napoléon comptaient 200 000 hommes et il décida d'attaquer pour ouvrir une barrière entre les armées britanniques et prussiennes qui approchaient. La rencontre des armées eut lieu le 18 juin 1815, lors de la célèbre bataille de Waterloo. La coalition fut menée par les Britanniques sous la direction d'Arthur Wellesley, mieux connu sous le nom de duc de Wellington. Les alliés de la coalition résistèrent aux attaques répétées des Français au cours de la journée, jusqu'à ce que les troupes prussiennes arrivent et attaquent le flanc des Français, leur infligeant de lourdes pertes. Napoléon tenta encore de lancer une dernière offensive avec des bataillons de la garde impériale française, mais les Prussiens attaquèrent le flanc droit des Français. L'armée britannique repoussa la garde impériale et écrasa définitivement les Français. Waterloo fut la dernière bataille livrée par Napoléon. À son retour à Paris, il constata que le corps législatif et le peuple s'étaient révoltés contre lui. Il abdiqua à nouveau son poste d'empereur, désormais de façon permanente, mettant ainsi fin au premier empire français. Les Britanniques exilèrent Napoléon sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'océan Atlantique. Ils décidèrent également de prendre des précautions et envoyèrent une petite garnison de soldats pour empêcher toute évasion. Napoléon eut pour dernière résidence un vieux manoir appelé Longwood House, dont la situation était précaire, avec de l'humidité et des moisissures sur les murs. La santé de Napoléon se dégrada au fil des ans. Certains pensent que cela était dû en partie à l'insalubrité de sa maison. Vers février 1821, Napoléon réalisa que sa vie touchait à sa fin et chercha à se réconcilier avec l'Église catholique. Napoléon Bonaparte mourut le 5 mai 1821 à Longwood House, à l'âge de 51 ans. Une autopsie ultérieure révéla que la cause du décès était un cancer de l'estomac, probablement dû à une tentative de suicide lorsque Napoléon, apprenant qu'il serait exilé à l'île d'Elbe, ingéra une pilule empoisonnée qui n'était pas assez puissante pour le tuer. Napoléon fut enterré dans un sarcophage russe en quartzite rouge. La tombe se trouve dans un complexe de bâtiments appelé les Invalides à Paris, où l'on trouve des musées et des monuments tous liés à l'histoire militaire de la France. Napoléon fut responsable de la diffusion des valeurs de la Révolution française dans d'autres pays, en particulier des réformes juridiques telles que le Code Napoléon qui mettait l'accent sur des lois clairement écrites et accessibles. Ce fut une étape importante dans le remplacement des anciennes lois féodales. Le Code est toujours en vigueur aujourd'hui, avec quelques modifications. Aujourd'hui, la vie de Napoléon est débattue par les universitaires et les hommes politiques de tous les pays. Certains le considèrent comme un homme éclairé et déterminé, d'autres le jugent mégalomane et assoiffé de pouvoir. Mais pendant une grande partie de sa vie, il a été le plus puissant du monde. Les Romains ont conquis l'un des plus grands empires de l'histoire. Toutefois, cet empire ne s'est pas construit de manière pacifique. S'appuyant sur leur système militaire très discipliné, les Romains ont mené des guerres contre de nombreux royaumes de cultures et de traditions différentes. De nombreux peuples guerriers ont organisé des armées pour combattre les envahisseurs latins, mais ils n'ont pas réussi à s'opposer à la République romaine, qui semblait toujours insatisfaite du nombre croissant de territoires et de villes sous sa domination. Mais Rome n'est pas la seule puissance militaire et économique en expansion. En Afrique du Nord, la grande ville de Carthage est restée stable et souveraine dans le contrôle des routes commerciales de la mer Méditerranée. Carthage a été fondée vers 814 avant Jésus-Christ par des colons phéniciens et, en peu de temps, la ville a gagné en puissance et en splendeur. Au fil du temps, les Carthaginois fondèrent d'autres villes en Sicile et en Sardaigne et gouvernèrent les territoires d'autres peuples qui habitaient la région côtière africaine. Le contrôle que les Carthaginois exerçaient sur la mer Méditerranée affecta grandement la progression des conquêtes romaines et, bientôt, des conflits armés entre les deux puissances commencèrent à se produire. Ces conflits donnèrent lieu à plusieurs guerres, connues sous le nom de guerre punique. La première guerre punique eut lieu entre 264 et 241 avant Jésus-Christ. Il s'agissait d'un conflit maritime pour l'essentiel qui obligea les Romains à se doter d'une importante flotte de navires pour affronter les navires de guerre carthaginois. Au cours de la première guerre punique, des batailles terrestres eurent lieu sur l'île de Sicile, un point stratégique assez important pour le contrôle du commerce dans la mer Méditerranée. La guerre se termina par la victoire romaine à l'issue de la bataille des îles Éjades qui opposa les flottes romaines et carthaginoises.
Les Carthaginois furent expulsés de Sicile et des autres territoires nouvellement conquis. Pour assurer le contrôle de leurs frontières, les Carthaginois furent contraints de signer un traité reconnaissant le droit de Rome à diriger le commerce méditerranéen. Le traité de paix entre Rome et Carthage fut entaché d'une méfiance permanente entre les deux peuples. Le Sénat romain imposait toujours de nouvelles exigences en matière d'impôts et de territoire, ce qui humiliait le fier peuple carthaginois. Le grand général carthaginois Hamilcar Barca concentra alors ses efforts sur l'invasion de la péninsule ibérique et la conquête de nouvelles terres pour Carthage. Hamilcar avait pris part aux dernières querelles de la première guerre punique et, après la fin de celle-ci, il participa à la guerre des mercenaires où il combattit une rébellion de mercenaires qui ravagea les villes alliées de Carthage. Hamilcar vainquit plusieurs tribus ibériques et prit le contrôle de vastes territoires riches en argent et en étain, ajoutant à Carthage une nouvelle source de revenus en métaux et en bois. Son nom fut exalté avec grande estime, ce qui fut mal interprété par les Romains. Le général Hamilcar considérait Rome avec le plus grand mépris et demanda à son fils aîné de ne jamais se fier à la parole des sénateurs et des généraux romains. Le fils d'Hamilcar était un jeune homme déterminé et courageux qui allait devenir l'un des plus grands généraux et stratèges militaires de l'histoire, Hannibal Barca. Le nom de famille Barca peut se traduire par rayon, ce qui est tout à fait approprié pour l'homme qu'allait devenir Hannibal. Dans certaines versions, on raconte qu'à l'âge de 9 ans, Hannibal participa à un rituel aux côtés de son père. Au cours de ce rituel, Hannibal aurait plongé l'une de ses mains dans un bassin contenant le sang d'un animal sacrifié et, en levant le poing, le jeune Hannibal aurait prêté serment en disant « Je jure que dès que l'âge le permettra, j'utiliserai le feu et l'acier pour arrêter le destin de Rome ». Pendant son enfance, Hannibal étudia l'écriture et la philosophie avec des professeurs grecs et s'initia aux exploits militaires d'Alexandre le Grand tout en apprenant la stratégie militaire auprès d'un professeur spartiate. Les récits des conquêtes d'Alexandre inspirèrent à Hannibal l'étude de tactiques de combats inhabituelles et risquées, mais difficilement prévisibles pour ses ennemis. L'éducation privilégiée qu'il a reçue dans sa jeunesse a fait d'Hannibal un homme instruit dans différentes matières, ce qui lui a été très utile dans sa carrière militaire. Mais un événement inattendu changea la vie d'Hannibal pour toujours. Le père d'Hannibal, Hamilcar, mourut brutalement en 228 avant Jésus-Christ au cours d'une bataille contre des rebelles ibériques. Quelques années après sa mort, Hannibal fut choisi pour assumer le rôle majeur de commandant de l'armée. À 26 ans, Hannibal était un commandant rusé, vénéré par ses soldats. Beaucoup admiraient la ressemblance d'Hannibal avec son défunt père. Certains soldats vétérans exaltèrent même Hannibal en disant « C'est Hamilcar dans sa jeunesse, la même énergie sur son visage, le même feu dans ses yeux ». Hannibal poursuivit les campagnes militaires de son père contre les tribus ibériques et vainquit plusieurs armées ennemies, conquérant de nouvelles villes et de nouveaux butins pour Carthage. La réputation d'Hannibal se répand déjà parmi son peuple et atteint le Sénat romain, qui commence à suivre de près les traces du jeune général. Pour s'assurer un point de contrôle sur la péninsule ibérique, les Romains conclurent une alliance diplomatique avec la ville de Sagunto, située à l'emplacement de l'actuelle province de Valence, en Espagne. Cette manœuvre stratégique des Romains fut prise comme une insulte majeure par les Carthaginois, puisque Rome revendiquait des territoires au-delà des frontières établies dans l'ancien accord de paix. Cette offensive contre Carthage mit le général Hannibal en colère et il attaqua la ville de Sagunto. Après un siège de 8 mois, la ville fut prise. Les flammes de la guerre entre Rome et Carthage furent rallumées. Rome envoya une délégation politique à Carthage et exigea la restitution de Sagunte, ainsi qu'une importante somme d'argent pour l'offense. Mais les Carthaginois en eurent assez d'alourdir les ressources romaines. Les émissaires romains rencontrèrent une réponse inattendue et amère. Les Carthaginois choisirent la guerre. Profitant de la grande popularité d'Hannibal, le gouvernement carthaginois incita le peuple et les soldats à entamer une nouvelle guerre contre Rome. La deuxième guerre punique commença. Pour Hannibal, l'occasion tant rêvée de combattre les Romains et d'honorer la mémoire de son père était arrivée. Mais il savait que Rome n'était pas faible. Une erreur mineure pouvait tout faire basculer. Hannibal savait que le chemin le plus court vers Rome serait de traverser la Méditerranée et de débarquer avec ses troupes en Italie. Mais il faut de nombreux mois pour construire de nouveaux bateaux. La flotte romaine est trop puissante pour être contestée. Pour ne rien arranger, les Romains organisaient déjà leurs légions pour se lancer à l'assaut de Carthage. Cette invasion se fera par voie terrestre à travers l'Espagne et par voie maritime à partir de l'île de Sicile. Hannibal prit alors l'une des décisions les plus audacieuses de l'histoire. Il décide de marcher contre Rome à travers l'Espagne et le sud de la Gaule. Hannibal réunit rapidement une grande armée, comprenant de nombreux chevaux, chameaux et 40 éléphants de guerre qui devaient traverser un terrain accidenté
désorientés et peu réceptifs. La longue marche commença à la fin du printemps 218 avant Jésus-Christ. Hannibal organisa des déploiements de soldats pour protéger la péninsule ibérique pendant son absence, laissant à Hasdrubal, son frère cadet, le commandement des troupes. Même à la tête d'une armée de plus de 90 000 guerriers, Hannibal savait que cela ne suffirait pas pour vaincre les légions et atteindre Rome. Il envoya alors des messagers recruter des mercenaires ibériques et gaulois. Malgré leur mépris mutuel pour Rome, de nombreuses tribus refusèrent d'envoyer des soldats pour soutenir la cause d'Hannibal. Après tout, si le général carthaginois échouait dans son attaque, la réponse romaine serait rapide et meurtrière. Néanmoins, environ 40 000 Gaulois rejoignirent l'armée d'Hannibal lors de son passage en Gaule. La rumeur de l'attaque de Rome se propagea rapidement. Lorsque les Romains apprirent l'avancée d'une armée aussi massive, ils établirent rapidement une ligne de défense et marchèrent sur la côte méditerranéenne dans l'espoir d'arrêter l'armée d'Hannibal dans son élan. Pour éviter un conflit qui risquait de diminuer considérablement ses effectifs, Hannibal changea d'itinéraire et remonta la vallée du Rhône où il obtint de nouveaux partisans gaulois. Hannibal ne pouvait désormais plus faire demi-tour. Les Romains le poursuivraient s'il tentait de battre en retraite. Il n'y avait pas d'autre solution que d'avancer par un nouvel itinéraire. La détermination d'Hannibal restait inébranlable, mais il était sur le point de rencontrer les plus grands obstacles de sa campagne militaire, les Alpes. Une vaste chaîne de montagnes si hautes qu'elles sont recouvertes de neige une grande partie de l'année en raison des basses températures. Même devant un défi d'une telle ampleur, Hannibal ne recula pas et entama ce qui allait devenir l'un des voyages les plus célèbres et les plus dangereux de l'histoire. L'air se refroidit au fil des jours d'automne et Hannibal Barca s'impatiente dans son camp militaire. Hannibal savait qu'il devait organiser rapidement sa marche risquée dans les montagnes. Si cela prenait trop de temps, l'hiver arriverait et les passages seraient bloqués par la neige. Les Romains ne resteraient pas non plus inactifs pendant l'hiver et lèveraient certainement une autre armée pour combattre Hannibal. Le temps sera un facteur décisif dans cette guerre. Pour augmenter les chances de survie de son armée, Hannibal engagea des Gaulois qui habitaient la région montagneuse et connaissaient les passages traîtres à traverser. Les Gaulois prévinrent Hannibal qu'il était trop tard pour effectuer la traversée, car l'hiver frapperait les hommes en marche, mais le chef carthaginois était prêt à prendre des risques. La longue et tortueuse marche d'Hannibal à travers les Alpes commença en 218 avant Jésus-Christ. Nous ne connaissons pas l'itinéraire emprunté par l'armée carthaginoise car les Alpes sont pleines de passages et il n'existe pas de document historique précis sur celui qui a été choisi par les guides gaulois. Les conditions climatiques et le terrain montagneux rendent également difficile le travail des archéologues à la recherche de preuves concrètes. L'une des théories les plus acceptées est que l'armée carthaginoise traversa une région connue sous le nom de col du Petit Saint-Bernard qui culmine à 2188 mètres. Aujourd'hui, ce col se trouve à la frontière entre la France et l'Italie. Quoi qu'il en soit, il est certain qu'une grande armée composée de guerriers carthaginois, numides, libyens, ibériques et gaulois fut capable de traverser ce terrain inhospitalier. Outre les soldats, il y avait des centaines d'animaux de combat et de cargaisons pour transporter les fournitures de l'armée, telles que la nourriture et le matériel pour les camps. Mais il y avait un autre danger dans les montagnes. Bien que le terrain alpin ne soit pas propice à la prolifération de la vie, certaines tribus gauloises hostiles habitent les régions les plus basses et les plus plates des montagnes. L'armée d'Hannibal tomba dans une embuscade tendue par l'une de ces tribus au cours de la marche. Elle subit de grandes pertes, principalement des animaux de charge, car les barbares des montagnes voulaient voler les armes et les armures qu'ils transportaient. Ils furent attaqués par la tribu des Cavars. Hannibal réussit à organiser rapidement une ligne de défense et à repousser les ennemis, mais cet épisode ébranla le moral de l'armée carthaginoise. 5 mois venaient de s'écouler depuis qu'Hannibal avait quitté la péninsule ibérique pour se rendre à Rome. Et maintenant, nombre de ses soldats mouraient dans les Alpes de fatigue, de froid, de faim et de maladie. Nous étions à la fin du mois d'octobre. La neige tombait sans cesse sur l'armée et la situation n'était pas bonne pour Hannibal. Pour motiver ses soldats, Hannibal utilisa ses talents d'orateur et convainquit ses hommes qu'ils étaient déjà proches de la plaine du Padane, une région située à l'ouest et à l'est de l'Italie où passe le fleuve Pô. Motivés par la nécessité de continuer à avancer et l'espoir d'atteindre rapidement un terrain plat, les soldats poursuivent leur marche, mais les difficultés sont loin d'être terminées. De nombreux passages sont bloqués par de gros rochers ou des glissements de neige. Face à cet énorme défi, Hannibal aura prononcé l'une de ses phrases les plus célèbres. « Je trouverai un chemin où j'en ferai un ».
Prouvant son génie, Hannibal ordonna aux soldats de faire de grands feux sous les rochers et d'y verser de nombreux litres de vinaigre ou de vin. Cela affaiblit les rochers et permit aux soldats de les briser plus facilement à l'aide d'outils ordinaires. Poursuivant leur longue marche, Hannibal et son armée traversèrent un endroit extrêmement difficile dans les Alpes du Sud où la majeure partie de la route était constituée de falaises abruptes et de sentiers étroits. Beaucoup d'hommes et d'animaux perdirent l'équilibre et firent une chute mortelle au milieu des rochers acérés et de la neige glacée. Après 16 jours interminables, l'armée carthaginoise atteignit enfin le nord de la péninsule italienne. Mais Hannibal et ses soldats payèrent le prix fort pour leur passage à travers les Alpes, perdant près de la moitié de leurs troupes en raison des conditions météorologiques difficiles. On estimait à 33 000 le nombre de morts, parmi lesquels des soldats, des chevaux, des éléphants et des mules de bas. Hannibal organisa un campement dans la plaine du Padane où il permit à ses soldats de prendre un repos bien mérité. Mais il savait que les Romains avaient rapidement appris son emplacement et envoyé des émissaires à la recherche de nouveaux alliés parmi les tribus gauloises de la région. Parce qu'elles étaient plus proches de Rome, les tribus gauloises de la plaine du Padane étaient obligées de vivre sous la domination romaine, de payer des impôts et obéir aux exigences de leurs voisins plus puissants. Cela provoqua un grand mécontentement parmi les Gaulois et beaucoup commencèrent à rejoindre l'armée d'Hannibal. Lorsque les Romains furent informés de la position de l'armée carthaginoise aux portes de Rome, ils paniquèrent sous l'effet de la surprise. Les Romains perdirent la trace d'Hannibal depuis qu'il avait changé d'itinéraire en direction du Rhône. Ils pensaient qu'il était toujours en Gaule ou qu'il était retourné dans la péninsule ibérique. Traverser les Alpes en hiver était inimaginable. La plupart des commandants militaires considéraient cela comme de la folie, mais pas Hannibal Barca, qui venait d'atteindre le sol italien. Le Sénat romain convoqua rapidement les légions de la péninsule ibérique et de l'île de Sicile, deux routes où l'on s'attendait à une attaque carthaginoise. La légion romaine située dans la péninsule ibérique, sous le commandement du général Cornelius Scipion, fut la première à arriver en Italie, utilisant de nombreux navires pour transporter les légionnaires le plus rapidement possible. Le premier conflit entre les Carthaginois et les Romains eut lieu lors de la bataille de Ticinus, une bataille qui opposa essentiellement la cavalerie des deux armées et qui se termina par une grande victoire carthaginoise. Au cours de la bataille, Cornelius Scipio fut grièvement blessé et survécut grâce à son fils qui le sauva sur le champ de bataille. Le fils de Cornelius Scipio portait le même nom que son père, mais devint rapidement connu sous le nom de Scipio Africanus. La victoire d'Hannibal rallia encore plus de Gaulois à son armée, qui disposait désormais des effectifs nécessaires pour le siège de Rome. En décembre 218 avant Jésus-Christ, la bataille de la Trébia opposa l'armée d'Hannibal aux légions romaines de Sicile. La bataille se déroula près de la rivière Trebia, là où se trouve aujourd'hui la province italienne d'Émilie. Comme tous les grands généraux, Hannibal sut utiliser le terrain à son avantage et prépara une embuscade contre l'armée romaine. Hannibal disposait de nombreux chevaliers numides, un peuple d'Afrique du Nord spécialisé dans les attaques rapides avec de la cavalerie légère. Hannibal ordonna à la cavalerie numide d'attaquer le camp romain avant même l'aube. Une fois les légions ayant répondu à l'attaque, les Numides devaient battre en retraite et attirer l'ennemi près de la rivière Trebia où des troupes carthaginoises se cachaient parmi les arbres et les buissons. Surpris et manquant de temps pour préparer le premier repas de la journée, les Romains endormis réagirent à l'attaque des Numides et mordirent à l'hameçon d'Hannibal. Ils tombèrent dans une embuscade sur un terrain boueux qui ne laissait que peu de place aux formations romaines. Certaines troupes romaines tentèrent de traverser la rivière pour rejoindre le camp d'Hannibal, mais l'eau rendait leur mouvement difficile et elles devinrent des cibles faciles pour les frondeurs et les lanciers carthaginois. L'armée romaine recula devant la supériorité stratégique d'Hannibal et les survivants s'enfuirent en désordre, répandant la nouvelle qu'ils étaient confrontés à un ennemi inhabituel et extrêmement dangereux. La nouvelle de la victoire carthaginoise ne mit pas longtemps à parvenir à Rome, où la peur se répandit rapidement parmi la population. Mais la bataille de la Trébia eut aussi un prix pour Hannibal. Après la bataille, l'armée carthaginoise marcha dans une sorte de marécage pestilentiel qui rendit de nombreux soldats malades. Même Hannibal fut victime d'une terrible infection de l'œil droit. On raconte qu'Hannibal souffrait de fièvre et de douleur et que son œil était presque aveugle. Hannibal enleva le tissu endommagé et le brûla sur un bûcher, un geste qui fut perçu avec beaucoup d'admiration par ses partisans. Plusieurs conflits opposèrent les forces carthaginoises aux forces romaines. Hannibal remporta les batailles sans subir de grandes pertes, comme lors de la bataille du lac Trasimène au printemps 217 avant Jésus-Christ. Hannibal fit lentement progresser son armée à travers le territoire italien, mais la résistance romaine fut admirable. La guerre entre Rome et Carthage était loin d'être terminée.
L'invasion de la péninsule italienne par Hannibal Barca avait déjà fait de nombreuses victimes, mais les Romains refusèrent de se rendre et continuèrent à recruter de nouveaux soldats pour défendre Rome. Hannibal fut contraint de suivre un itinéraire dans l'est de l'Italie pour éviter les terrains accidentés et rester à l'écart des légions romaines. Après des mois d'impasse, la bataille fatidique de Cannae eut lieu le 2 août 216 avant Jésus-Christ, une bataille si brutale et désastreuse qu'elle est parfois surnommée la bataille de l'anéantissement. Pour défendre sa ville et vaincre tous les envahisseurs, Rome réunit la plus grande armée romaine jamais vue, avec plus de 86 000 hommes contre 56 000 pour Hannibal. Même en infériorité numérique, Hannibal élabora un plan risqué selon lequel ses troupes devaient encercler les légions romaines et attaquer les flancs de l'armée ennemie. La bataille commença par une initiative d'Hannibal qui utilisa sa cavalerie lourde pour vaincre la cavalerie romaine sans difficulté, sans protéger les flancs et l'arrière des légions. Les Romains continuèrent d'avancer, convaincus de leur supériorité numérique et de leur tactique traditionnelle. Ils ne se rendirent pas compte que les troupes carthaginoises formaient lentement une demi-lune autour d'eux. Exemple, les Romains étaient pris en tenaille. Ils furent attaqués de tous les côtés, sans possibilité de retraite, car la cavalerie d'Hannibal se trouvait à l'arrière. Le résultat fut un massacre. Environ 50 000 Romains furent tués, 20 000 furent faits prisonniers. L'armée carthaginoise perdit environ 6 000 guerriers, un faible prix pour l'énorme victoire contre Rome. La bataille de Cannae fut la plus grande défaite de l'histoire de l'Empire romain. Aujourd'hui, elle est encore étudiée par les soldats du monde entier. Après cette bataille, plus rien ne pouvait arrêter l'avancée d'Hannibal contre Rome. Le Sénat romain ordonna la fermeture des portes de la ville. Mais Hannibal ne saisit pas l'occasion et décida d'avancer prudemment en territoire romain. Il craignait probablement l'existence d'une autre armée romaine, cachée et prête à tendre une embuscade. D'autres obstacles rendirent l'attaque de Rome difficile. Par exemple, le manque d'armes de siège, dont la fabrication aurait pris des mois, le grand nombre de soldats blessés, le manque d'argent pour payer les troupes et de nourriture pour soutenir un siège contre une grande ville. Face à l'indécision d'Hannibal, l'un de ses plus importants commandants, appelé Maharbal, critiqua le général carthaginois en ces termes. « Aucun homme n'est doté de tous les dons de Baal. Toi, Hannibal, tu sais comment remporter une victoire, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. » Les Romains ne tardèrent pas et firent une convocation massive. Ils constituèrent rapidement de nouvelles armées et attaquèrent autant que possible les camps d'Hannibal, en évitant l'affrontement direct avec l'armée carthaginoise. Pour ne rien arranger, Hannibal commença à perdre le soutien du gouvernement de Carthage, car de nombreuses années s'étaient écoulées depuis qu'Hannibal était parti en guerre. Hannibal envoyait constamment des émissaires à Carthage, demandant de nouveaux renforts et du ravitaillement. Mais la lutte contre Rome épuisait les caisses de la ville et la réponse n'était pas toujours positive. De nouvelles batailles furent livrées et Hannibal conquit des villes plus petites comme Capuée et Tarente. Mais chaque jour qui passait, sa campagne militaire devenait insoutenable face à l'incroyable capacité des Romains à se réorganiser après chaque défaite. Après avoir combattu Rome pendant près de 15 ans, Hannibal fut rappelé à Carthage et se retira d'Italie en 203 avant Jésus-Christ. Le gouvernement carthaginois exigea le retour d'Hannibal pour différentes raisons. L'une d'elles était que le Sénat carthaginois craignait que, si Hannibal avait conquis Rome, il ait avancé contre Carthage et fondé un nouvel empire. Mais la raison la plus probable fut que Carthage avait besoin d'Hannibal et de son expérience du combat pour être défendu, car le général romain Scipion l'Africain avait débarqué en Afrique et attaquait et pillait les villes proches de Carthage. Hannibal connaissait déjà la renommée de Scipion l'Africain. Selon certaines sources, il avait également participé à la terrible bataille de Cannae et était l'un des rares survivants de ce conflit. Scipion l'Africain avait acquis de l'expérience au fil du temps et représentait un grand danger, car il aimait utiliser des tactiques inattendues sur le champ de bataille et aucun ennemi ne pouvait le manipuler. Bien qu'Hannibal et Scipion se vouaient une admiration réciproque, l'affrontement entre les deux grands généraux était inévitable. En 202 avant Jésus-Christ, la célèbre bataille de Zama eut lieu. Un jour avant la bataille, Hannibal et Scipion organisèrent une réunion officielle au cours de laquelle ils discutèrent des conditions de paix possibles, mais ne purent parvenir à un accord satisfaisant pour les deux parties. La bataille commença par une attaque d'Hannibal à l'aide de ses éléphants de guerre. Les éléphants traversèrent la plaine entre les deux armées en rugissant, un spectacle qui aurait effrayé n'importe quel être vivant. Mais Scipion était préparé et ordonna à son armée de faire sonner des centaines de trompettes de guerre. Le bruit assourdissant fit paniquer les éléphants qui s'arrêtèrent. Certains opérèrent même un demi-tour et avancèrent contre les lignes de l'armée carthaginoise.
Peu d'éléphants atteignirent l'armée romaine, mais ils furent éliminés lorsqu'ils furent touchés par des dizaines de lances lancées par les légionnaires. L'attaque des éléphants carthaginois fut un échec, et à la surprise d'Hannibal, sa cavalerie fut dominée par la cavalerie des mercenaires engagés par les Romains. Il ne restait plus que le combat brutal au corps à corps entre soldats à pied. Même les soldats vétérans d'Hannibal n'ont pu venir à bout des formations disciplinées des légions de Scipion. Pendant que l'infanterie se battait, la cavalerie romaine attaquait les flancs et l'arrière des Carthaginois, semant la panique parmi eux, qui se dispersaient rapidement. La bataille était terminée et le grand Hannibal Barca avait été vaincu. Hannibal retourna à Carthage, où il déclara que Carthage était sans défense et qu'elle devait accepter toutes les conditions imposées par les Romains pour tenter de préserver son autonomie et de protéger ses citoyens. Scipion imposa de nombreuses exigences aux Carthaginois. Parmi celles-ci, Carthage ne pouvait faire la guerre à aucun peuple sans l'autorisation préalable de Rome. Elle ne pouvait pas non plus entraîner de nouveaux éléphants de guerre ni construire une nouvelle flotte. Bien que ces conditions affaiblissent énormément Carthage, elles furent acceptées sans grande résistance par le Sénat carthaginois. Après plus de 20 ans, la deuxième guerre punique prit fin. Hannibal avait environ 46 ans à la fin de la guerre. Dans les années qui suivirent, il mena une carrière politique où il fut premier magistrat. 7 ans passèrent et des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles Hannibal entrait en contact avec Antiochus III le Grand, roi de l'Empire séleucide, qui dominait presque tout le Moyen-Orient et était un ennemi de Rome. Les Roms exigèrent que Carthage livre Hannibal pour ses actions, mais Hannibal s'exila et vécut dans de nombreuses villes, telles que Tyr, Antioche, Éphèse et la Crète. Toujours en mouvement, Hannibal ne pouvait éviter les Romains, qui soudoyaient ou menaçaient tout royaume qui osait accueillir son ennemi détesté. Hannibal passa les dernières années de sa vie dans une ville appelée Libissa, située dans l'ancienne région du nord-ouest de l'Asie mineure, là où se trouve aujourd'hui la Turquie. Hannibal mourut entre 183 et 181 avant Jésus-Christ, à l'âge de 63 ans environ. On pense qu'il se serait suicidé par empoisonnement, car les Romains l'auraient retrouvé et il en avait assez de fuir. Avant de mourir, Hannibal aurait laissé une lettre où il était écrit « Soulageons les Romains de l'anxiété qu'ils éprouvent depuis si longtemps, car ils pensent qu'attendre la mort d'un vieillard est une trop grande épreuve pour leur patience. » L'impact d'Hannibal sur la culture romaine se fera sentir pendant de nombreux siècles. Ce personnage suscita une telle terreur qu'il donna naissance à l'expression « Hannibal est aux portes ». Cette expression est toujours utilisée pour exprimer l'anticipation d'une calamité. Les Romains vouaient une admiration réticente à Hannibal, allant jusqu'à ériger des statues du général carthaginois. La deuxième guerre punique permit également aux Romains de constater qu'ils devaient améliorer leur tactique de guerre. L'utilisation de stratégies militaires innovantes peut accélérer le processus de conquête de nouveaux territoires. L'histoire d'Hannibal Barca a été racontée dans plusieurs livres, films et documentaires, et sa vie est remplie de moments glorieux dont on se souvient encore avec admiration. La personnalité et la volonté d'Hannibal sont une source d'inspiration pour beaucoup, qui le considèrent comme un exemple de leadership et de rébellion contre une force oppressive. On peut affirmer que si Hannibal avait conquis Rome, il aurait changé le cours de l'histoire pour toujours.